Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Vidéo Club, ton podcast préféré qui parle de cinéma, qui en parle bien, qui en parle mal, mais en tout cas qui en parle. Et ça, c'est le plus important. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Il fait chaud, il fait beau, et alors que le reste du peuple se réfugie dans les terrasses et au bord des lacs, des rivières et des mers pour honteusement et sans aucune forme de modération se substanter de mets savoureux et surtout de s'enivrer de liquide alcoolisé, en perdre la tête. Mais nous faisons partie de cette espèce bien plus sage qui se réfugie dans les salles obscures pour trouver un peu de fraîcheur et se plonger le temps d'un instant dans ce monde merveilleux qu'est le cinéma. Pour ensuite, après la séance, se réfugier dans les terrasses et au bord des lacs et des rivières et des mers pour honteusement et sans aucune forme de modération se substanter de mets savoureux et surtout s'enivrer de liquide alcoolisé, en perdre la tête. Nous sommes des gens bien plus meilleurs, à tout point en douter. Salut la petite équipe. Waouh, ça fait plaisir. Mais oui, comment allez-vous ? Je reviens, je suis flatté. Mais oui, on a de retour. On a quand même envie de dire bienvenue à Lorenzo qui retourne, qui revient dans cette belle émission. Comment vas-tu, mon Lorenzo ? Où étais-tu depuis tous ces épisodes ? Mais j'étais à Bologne tout simplement et vous me direz pourquoi et je vous dirai tout simplement pour. Je m'en fous. Voilà, voilà. Avance. J'étais à Bologne et c'est tout. Et j'ai vu des films. Puis j'ai fait aussi le truc là de boire de l'alcool et des mets savoureux. J'ai fait ça là-bas. Puis voilà, je suis de retour, ça fait plaisir, ça m'a manqué. Et je pense que je vous ai pas manqué, vous, chers auditeurs, mais vous m'avez manqué en tout cas. Mais évidemment que tu avais manqué à beaucoup d'auditeurs et on avait évidemment eu la remarque aussi de savoir où est-ce que tu étais. On t'a laissé évidemment le temps de pouvoir l'expliquer. Ni à Cannes, ni à Hollywood, tout simplement à Bologne à bouffer. Et bah ça c'est beau. Mon Roman, toi tu es resté sur moi, Genève, j'étais là, moi mais ça tu fait es pas bien. si longtemps, mais voilà. Ouais. Tout se poursuit, tout simplement. Évidemment. Et on se retrouve du coup pour cet ou plutôt ce dernier épisode classique avant cet été. On enchaînera du coup dans quelques semaines avec un prochain épisode un peu spécial, l'épisode un peu spécial été. Malheureusement, Théa ne peut pas être là du coup pour ces 2 derniers épisodes, mais elle vous salue et on lui fait évidemment un très très gros bisou. Je l'ai mangé. Je l'ai mangé à Bologne, évidemment. Quel plaisir. En tout cas, on se retrouve du coup pour ce dernier épisode classique de l'été avec un programme bien chargé parce qu'aujourd'hui, on va vous parler de jeunes mamans de F1, des conditions du personnel hospitalier, d'une mission périlleuse en Afghanistan, d'un groupe qui vient te péter les genoux, comme on dit, et un double film français, long métrage et court métrage, sans oublier évidemment nos cartes blanches de l'été. Quel programme! Et oui, 3 cartes blanches aujourd'hui, 3 cartes blanches qui vont vous accompagner pendant cet été. Chacun des membres de l'émission pourra vous en parler un petit peu. Bref, entrons directement dans le cœur du sujet, entrons directement enfin dans notre programme. On va vous parler de l'un des films qui était au Festival de Cannes en compétition officielle, un film qui a beaucoup fait parler de lui. On va évidemment parler des jeunes mères. Quand est-ce qu'on verra ta mère ? Je sais pas. Il faut pas rêver qu'un bébé va tout arranger. Je crois que c'est Noé qui pleure. Tu vas le chercher ? Moi aussi, je pleure. J'ai décidé que j'allais placer Lily en famille d'accueil. Qu'est-ce que cette connasse de psy t'a encore fourré dans le crâne ? Dans ta maison maternelle de merde. Ici, vous avez la chambre d'enfant, avec une vue sur la Meuse. Elle pourra voir les bateaux. Notre premier appartement. On s'en sort ? On s'en sort. Jeune mère est donc le retour des frères Dardenne, donc Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne à la réalisation et à l'écriture, film qui est donc passé par le Festival de Cannes de cette année. Et le film suit l'histoire de 5 adolescentes hébergées dans une maison maternelle qui les aide dans leur vie de jeune maman. 5 histoires très différentes, 5 jeunes femmes aux directions différentes, mais qui ont toutes l'espoir de parvenir à une vie meilleure pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Roman et moi-même avons pu voir le film, un film qui a fait couler un peu d'encre, un film qui a quand même un peu marqué la croisette lors de sa sortie, un film très émotif, un film très fort, mais évidemment je te donne la parole Roman, qu'est-ce que t'en as pu en penser un peu de ce retour de ces 2 grands réalisateurs ? Bien sûr, alors j'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes dans le dispositif de mise en scène et la façon dont c'est raconté, c'est-à-dire qu'il y a justement, comme tu as dit, ces 5
jeunes mères ou presque mères qui sont dans cette période-là et qui sont effectivement très jeunes, qui doivent avoir 15-16 ans un peu dans l'idée, et qui vivent dans cette maison. Et en fait, c'est vraiment découpé en espèce d'arc, en trajectoire individuelle. Donc on a vraiment des scènes où on suit chacune de ces mères dans sa vie personnelle avec leurs compagnons ou pas, avec leur vie. Et puis je trouve que c'est une bonne façon d'avoir vraiment cette espèce de scénette découpée assez clairement, et ça donne un bon rythme, je trouve, en général le film a un bon rythme. Et puis les histoires sont vraiment très émouvantes, hein. Il y a un peu de tout, quoi. Il y a autant des choses vraiment... chaque personnage a vraiment une individualité, et que ce soit dans la façon dont elle est devenue mère ou dans la façon dont elle gère, ou comment le rapport qu'elle a en fait même à l'enfant, est-ce qu'elle va vouloir le garder ou pas. Enfin, il y a un peu toutes ces questions qui se posent, et le fait que ce soit des mères très jeunes, du coup ça exacerbe en plus le côté presque de vie ou de mort, quoi, de la décision qui va devoir être prise, ou de comment on va gérer ça. Donc ça rend le film vraiment très fort. Après, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais c'est, je crois, des actrices quasiment toutes non professionnelles, à part India Air, qui est une actrice française qui est dans le film, et qui est un peu la seule qui est connue, en tout cas que moi je connaissais. Sinon, c'est que des actrices non professionnelles et belges pour la plupart. Ça se voit un peu. Enfin, il y a quand même un le côté belge ou non le professionnel. côté non professionnel. Je trouve que il y a quand même, il y en a où ça va. Je trouve qu'il y en a que ça marche bien. J'ai plus les histoires en tête ou les noms, mais je trouve qu'il y a certaines histoires et certains personnages qui sont bien interprétés. Mais pour certaines, c'est dur, quoi. Je trouve qu'il y a des moments où ça te sort quand même pas mal du film. Mais en fait, je sais pas si c'est... J'ai l'impression qu'au début, je pensais que c'était peut-être via les dialogues, parce que les frères Dardenne, ils sont quand même vieux. Et vu que là, c'est un film avec des ados, je me dis peut-être dans les dialogues, il y a quelque chose de cet ordre-là, du décalage qui fait que ça sonne pas naturel et tout. Mais en fait, en y repensant, je crois que c'est même pas tant que ça le cas, parce que je trouve que les dialogues, en vrai, de ce que je m'en souviens, c'est plutôt bien, c'est bien écrit. Surtout et les tout. histoires qui fonctionnent bien, quoi. Ouais, c'est ça, les histoires fonctionnent bien, les dialogues fonctionnent bien, c'est pas ridicule, c'est pas genre, ils ont pas voulu essayer de faire jeune en mode wesh, c'est pas ça le projet. Du coup, non, je crois que c'est vraiment un peu dans le casting où j'ai quand même des doutes sur certaines actrices, mais pour autant, il y en a qui sont très bien. Donc, dans l'ensemble, j'ai trouvé que le film était quand même fort. Et le thème est intéressant aussi dans ce que ça soulève. Et puis voilà, après, c'est pas le film qui va me marquer à vie et tout. Mais je trouve intéressant parce que le thème, il est peu abordé, j'ai l'impression, au cinéma. Et c'est plutôt bien traité de la façon dont ça le fait. C'est plutôt bien... Ça a la bonne distance, ça met les bonnes émotions, les bons mots et tout. Donc quand même, plutôt un bon film dans l'ensemble. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En fait, ce que je pourrais voir un peu dans ce film, c'est que justement toutes ces petites scènes, toutes ces petites histoires, en fait, elles sont assez bien maîtrisées, elles sont pas du tout ennuyantes, et en fait, elles arrivent vraiment à marquer, en fait, vraiment dans la diversité de ces petites histoires et la diversité des parcours de vie de ces différentes mamans, allant de le truc qui se passe le mieux à celui qui se passe le moins bien, avec justement des moments un peu de dancing. Mais voilà, il y a quand même une diversité qui est assez intéressante, qui je trouve est plutôt bien maîtrisée, même dans sa mise en scène, qui est une mise en scène qui est très minimaliste, très intimiste, qui est toujours en fait avec une caméra qui est portée au niveau de ces jeunes mères-là. Donc on est vraiment au plus proche de ces femmes-là, sans avoir un point de vue intrusif, mais avec cette mise en scène assez minimaliste, on arrive à vraiment marquer émotionnellement le spectateur et les spectatrices. Il y a vraiment des moments où moi j'en avais les larmes aux yeux, ou en tout cas une intensité émotionnelle assez dingue, parce que il y a des petits éléments d'une très grande simplicité avec la caméra qui apportent dans ces moments de vie d'une très grande intensité et des fois d'une très grande dureté un pic émotionnel qui est assez important. Et ça, je dois dire que c'est quelque chose qui est assez chouette. Et encore une fois, comme tu le disais, c'est un sujet qui est assez bien géré, parce que pas le moindre instant on a ce regard méprisant envers ces personnages, on n'a à aucun moment un jugement, mais en fait c'est simplement la mise en image de ce qui en fait existe, à savoir des jeunes adolescentes, des jeunes femmes qui sont pour la plupart mineures, qui vont avoir
un enfant. Et ça, c'est juste une réalité. Et en fait, le film va avoir juste ce regard-là plutôt de dire, bah voilà, ça existe. Avoir une espèce de compassion aussi derrière ces jeunes femmes, alors que c'est vrai que tu as raison, je trouve que même dans la société, ou que ça soit dans le cinéma, on a souvent eu l'image de vouloir représenter ces personnages-là, donc ces jeunes femmes qui tombent enceintes comme soit des victimes, soit quelque chose qui est dur pour elles à assumer, soit, enfin, plein de choses comme ça. Là, le film prend plutôt le choix de dire, en fait, on va montrer la diversité de ces choses, à savoir à la fois des jeunes femmes qui veulent le garder, des jeunes femmes qui veulent pas le garder, qui veulent le faire envoyer à l'adoption, des jeunes femmes qui sont très heureuses, des jeunes femmes qui sont très tristes. Enfin bref, il y a un peu ce truc-là, et jamais avoir une vision paternaliste. Maintenant, moi, ce qui vraiment en fait me bloque un peu pour le film, c'est qu'en réalité, le concept, il est pas... le concept en lui-même ne va pas bien loin. C'est en fait, tu vois la bande-annonce, on t'explique le concept, bah en fait le film est le concept qu'il a. Il va jamais réussir véritablement à le transcender. Il va jamais réussir vraiment à aller plus loin que ce qu'en fait on voudrait s'attendre de justement le long métrage. C'est quelque chose de assez basique, c'est-à-dire c'est vraiment la succession de plein de petites histoires qui sont découpées. Et en cela, moi, il n'y a pas grand-chose qui plus que ça me capte, à part l'idée que émotionnellement ces histoires sont fortes. Et puis je rejoins complètement Roman. Le gros problème du film, c'est vraiment le jeu catastrophique de certaines actrices. Alors encore une fois, je vois assez bien quel personnage moi me dérange particulièrement dans le jeu d'acteur, dans le jeu d'actrice. Mais je pense que au vu de l'âge de ces actrices, enfin, t'as pas envie de name drop, tu vois, de dire voilà, elle est catastrophique et les autres c'est encore correct. Mais en vrai, il y a vraiment des gros problèmes. Et je note par exemple un truc assez important, c'est ces appels téléphoniques. C'est-à-dire tous les appels téléphoniques du film, ils sonnent faux. T'as vraiment l'impression que ça joue mal, quoi. C'est en mode allô ? Oui ? D'accord. Je viens tout de suite. Oui. Et ça raccroche. Enfin, tu vois, il y a un truc où ça sonne creux, ça sonne faux. Tu sens que c'est même pas théâtral, tu sens que c'est une répétition théâtrale. Là, elle a dit la didascalie, elle a dit je raccroche. Oui, non mais c'est un peu ce niveau-là en fait, et c'est dommage parce que vraiment tu perds des fois dans des discussions, dans des dialogues avec des personnages, tu perds vraiment l'intensité émotionnelle et la gravité de certaines situations parce que ça joue mal. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement est le gros défaut majeur du film, qui régulièrement te fait sortir tout du long. Et en réalité, je pense qu'on a un peu le même avis avec Roman, hein. Je pense que, en tout cas, je trouve que mis à part cet élément-là de vraiment ce jeu des actrices, mis à part ça, moi je trouve que ça reste une œuvre qui arrive à permettre qui te permet de suivre plusieurs récits qui sont très prenants, qui sont très touchants, qui sont bien maîtrisés dans son écriture, qui sont disons une espèce de montrée d'une certaine réalité, d'une existence, machin. Je pense que c'est un film assez touchant, et en cela, voilà, sans être forcément un film assez marquant, je pense que ça reste un film plutôt sympathique et assez on va dire juste dans son propos et dans ce qu'il essaye de montrer, sans forcément être vraiment l'œuvre qu'on pourrait attendre, de se dire que c'est un chef-d'œuvre absolu, très loin de là. Mais je pense que ça reste une œuvre assez agréable à regarder, et vraiment c'est quand même quelque chose de très... Allez, on enchaîne. Après avoir parlé de Jeune Mère, évidemment notre cher Lorenzo revient dans l'émission. Comment c'est possible du coup de ne pas parler de grosses voitures, de vroom vroom, de mécanique, de trucs qui va vite. Et qu'est-ce qui va très très vite ? Eh ben c'est les voitures. Je ne travaille pas mes intros de films, c'est vraiment une catastrophe. Bref, on va vous parler du gros blockbuster qui sort dans les salles obscures avec des voitures. C'est évidemment F1, le film. My rook is a phenomenal talent. But he's young. You plus him. Boom. I got a team. When was the last time you won a race? Sunday, Daytona. Oh, I'm sorry. I meant Formula One. Oh, I'm sorry. Then same as you. F1 réalisé par Joseph Kosinski, qui est du coup le réalisateur de Top Gun Maverick, de Tron l'héritage, Oblivion et Spiderhead. Un réalisateur du coup qui est pas forcément si inconnu que ça, hein, quand même dans le milieu hollywoodien, un mec quand même qui a quand même fait pas mal de choses avant. Film évidemment porté par Monsieur Brad Pitt, et qui nous raconte du coup l'histoire du légendaire Sonny Ice, qui était le prodige de F1 dans les années 90 jusqu'à son terrible accident. 30 ans plus tard, devenu un pilote indépendant, il est contacté par un patron d'une écurie en faillite qui le convainc de revenir pour sauver l'équipe et pour prouver qu'il est toujours le best des bests. Lorenzo, tu as évidemment cette passion en toi pour les belles voitures, tu as évidemment cette passion.
F1, est-ce que c'est un film qui t'a convaincu ? Ouais, alors c'est une très bonne introduction parce qu'effectivement, fan de cinéma, fan de Formule 1, donc ce film était fait pour moi et il s'avérait que oui, c'était ma plus grosse attente de l'année, enfin en tout cas une de mes plus grosses. Et mais du coup, je regardais ça un peu aussi avec autant de la hype, mais du recul et du doute vis-à-vis de tout ça, de me dire comment on peut, parce qu'il est là le défi en fait, et c'est comment on peut faire un blockbuster grand public. Mais du coup, à qui on s'adresse ? Est-ce qu'on s'adresse aux fans hardcore de F1 qui connaissent tout et qui sont des vrais nerds du sport, ou on s'adresse au grand public général qui connaît pas grand-chose et qui veut juste voir des voitures qui vont vite et qui de temps en temps se crachent dans des murs ? Et du coup, qu'est-ce qu'on raconte de tout ça ? Parce que le sport en lui-même, on connaît, c'est des voitures qui tournent en rond et à la fin, il y en a un qui va plus vite et il gagne. Mais derrière, comment on arrive à rendre intéressant l'histoire d'un pilote, l'histoire d'une équipe, l'histoire personnelle et l'histoire d'une équipe justement, et du coup il y a ce postulat ce pitch que tu viens de faire, et du coup je vais commencer par ce qui est bien, voilà, on va dire, et tu as commencé par ce qui est bien, par Joseph Kosinski, à l'image et à la réalisation, et qu'on connaît, qui en tout cas qui a explosé l'année dernière ou il y a 2 ans, je me souviens plus, avec Top Gun Maverick. Et Top Gun Maverick, c'était très très bien, donc j'étais très très hype de me dire que ce gars-là était derrière F1 le film, parce qu'il a fait de très belles images et de très belles sensations avec Top Gun. C'est loin d'être juste un yes man en fait. Non, mais justement, ce qu'il a prouvé avec Top Gun, c'est qu'il sait filmer des choses qui vont vite. Il sait filmer des choses qui ont de la force, de la puissance, il sait filmer la sensation. En fait, plus que filmer de l'action, il sait filmer ce que ça fait dans le corps. Et Top Gun, c'était ça, c'était vraiment assez puissant. Tout le projet du film, c'était te mettre à la place d'un pilote. Et franchement, par instant, c'était assez convaincant, même très convaincant. Donc du coup, j'étais assez rassuré de voir que c'était lui à la réalisation, mais du coup c'est aussi lui à l'écriture malheureusement, et c'est là où ça commence à pêcher. C'est que il nous a fait des images magnifiques, le film, voilà, faut lui donner ce qu'il a, enfin faut le féliciter de ce qu'il a fait de bien. C'est des images merveilleuses, et vraiment il y a des scènes d'action, des scènes de course, des scènes de poursuite, des scènes de chasse, de bataille en piste, des scènes de Formule 1 tout simplement à la fin, et qui sont génialissimes. On sent qu'il a compris le sujet, il a compris l'objet de ce qu'est une Formule 1 et de ce que ça fait d'en conduire une, de ce que ça fait d'en voir passer une sous ses yeux, et de la force que tu te prends comme pilote dans le cou, les épaules, dans le corps, de la puissance de ce que sont ces machines, et de la difficulté que c'est d'en conduire, et encore plus de conduire, de se battre avec des adversaires sur la piste. Donc quand tu as des scènes de Grand Prix, là, le gars, tu passes des moments fabuleux. Et dès l'introduction, les 10 premières minutes où tu as la course d'endurance, du coup c'est pas de la Formule 1, mais bon, la première course qu'on voit à l'écran, tu te dis mais ça va être un film de fou furieux, ça va être extraordinaire. Et moi j'étais vraiment accroché à mon siège en me disant bah voilà, je vais voir de la Formule 1 comme on en a jamais filmé avant, et avec un dispositif de fou tout autour. Et ça, voilà, faut lui donner le crédit pour ça. Par contre, voilà, là j'en viens, je l'ai évoqué il y a 2 minutes, l'écriture. Monsieur Joseph, faut se reprendre, hein, parce que là, c'est compliqué. Et c'est compliqué, on sent autant lui, parce que je sais, il le disait en interview, mais qu'il n'était pas spécialement fan de Formule 1 avant qu'il ait avant qu'il ait la série Netflix et avant qu'il ait la commande pour faire ce film. Et il s'est très vite passionné, il a très vite pris goût et tout, donc tant mieux. Mais du coup, on sent qu'il y a quand même un côté checklist. On sent quand même la production derrière. La production, du coup, qui est Apple TV, mais aussi la Formule 1 en elle-même. Donc, elle a envie de se faire un peu d'auto-promo et de dire « Ouais, mais bon, on reste quand même un sport cool et attractif, et il y a des défauts, mais pas tant que ça. » Du coup, tu sens que le scénario, quand même, il essaie un peu de tendre sur le côté positif, divertissement. Et quand on frôle des moments un peu polémiques, ah non, en fait, on enterre le truc en une phrase, en une petite réplique un peu torchée. Et du coup, oui, j'en viens au point faible, c'est vraiment le postulat de départ. C'est ce truc de Sonny Hayes, joué par Brad Pitt, qui est là pour sauver une écurie en faillite. Alors, sauver une écurie en faillite, c'est un très bon pitch. Moi, je trouve ça, c'est la vraie vie, c'est la Formule 1. Il y a plein d'écuries qui galèrent financièrement et qui, chaque année, essayent de trouver de l'argent, des sponsors pour continuer à faire ce sport et
et à jouer la 11e et 14e place, et c'est passionnant. Et Drive to Survive, la série Netflix, a réussi à mettre le projecteur là-dessus, sur ce qui se passe vraiment derrière dans les coulisses. Et du coup, le film dit, ah bah tiens, cette écurie fictive, en l'occurrence, qui est Apex Grand Prix, venez, on va s'intéresser à elle, qui est en faillite et qui joue les dernières places. Sauf qu'en fait, le postulat, c'est... on a 9 courses pour gagner un Grand Prix, sinon le board d'exécutif d'une grande boîte de finance va revendre l'écurie et le patron et tout le monde va perdre leur travail. Bah, c'est pas comme ça que ça marche en fait. T'as pas 9 Grands Prix. En fait, dans aucun monde... En fait, le patron de l'écurie, joué par Javier Bardem, qui d'ailleurs au passage est un super personnage, un super acteur. Enfin, lui, c'est le mec, il est passionné, il a fondé son écurie, il s'est endetté personnellement, il fait ça par l'amour du sport, et c'est un super personnage. Mais le côté anticapitaliste derrière de « Oh merde, j'ai des associés, c'est des vrais vautours, et ils veulent vendre mon écurie. » Mais mec, t'as signé un contrat qui dit que si t'as pas gagné un Grand Prix avant la fin de l'année, ils ont le droit de vendre ton écurie, mais c'est pas ça la vraie vie. Enfin, il y a des écuries... Il y a des vraies écuries, genre je pense à As en l'occurrence pour les passionnés, vous allez savoir que ça fait 10 ans qu'ils sont là et ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas fait de podium. Donc la victoire, l'a joué en 9 Grands Prix, déjà là on part sur de la science-fiction en termes de pitch. Mais bon, soi-disant. Après Brad Pitt, il rentre dans l'histoire. Brad Pitt, il a 50 ans et même dans le film, il a 50 ans. Donc le mec, ça fait 30 ans qu'il a pas foutu les pieds dans une Formule 1. On vient le rappeler en mode « Ah bah tu te souviens à l'époque, t'étais prometteur, allez viens, on réessaye. » D'où ? Dans quel monde on rappelle un mec qui a 30 ans ? Bon, soi-disant, on passe. Et après, ça devient un florilège de conneries, on va dire, autant sur le sport en tant que tel, en tant que Formule 1, sur des incohérences, j'en passe. Il y a le passionné qui parle, mais il y a aussi le spectateur. Et je vais vous dire, je suis allé le voir avec, en l'occurrence, ma copine qui, elle, en a rien à foutre de la Formule 1. Et elle a été autant dévertie que déçue. Elle s'est dit, mais attends, là, on se fout un peu de ma gueule. Il y a un truc dans le film où il essaye de jouer des stratégies à je bloque un gars, je casse des ailerons, je mets des roues en travers et je pète des pneus. C'est pas de la Formule 1, ça c'est pas de la Formule 1, il y a d'autres sports qui sont très bien et qui font ce genre de trucs, mais la Formule 1 c'est pas je fous les roues dans l'herbe, je donne des coups et puis on fait les auto-tamponneuses. Dans le film ils ont appelé ça la stratégie Ace, Sonny Ace, le nom du pilote. C'est pas une stratégie, ça tu te fais virer du sport à la moindre occasion et je pense que t'as pas besoin d'être fan de Formule 1 pour t'en rendre compte. Tu es juste un spectateur lambda qui connaît vaguement le concept du sport, tu te dis bon... C'est pas réglo. Le divertissement prend le dessus peut-être sur la réalité du exactement. sport. Exactement. Non, mais c'est comme si on faisait un film sur le foot et on disait ouais, les coups de coude, bon, c'est la stratégie, je sais pas, on va Ace, si un joueur qui s'appelle bah non, les coups de coude, même si t'en as rien à foutre du football, tu sais très bien que ça n'a rien à faire. Bon, soi-disant. Après, on essaie de mettre les projos sur ce qui se passe derrière. C'est un sport d'équipe. Il y a tout ce truc de les ingénieurs, les mécanos, l'équipe, le bureau, l'usine et compagnie. Là, ça va, c'est assez géré. On arrive à nous faire comprendre quand même que c'est un sport de précision, c'est un sport d'équipe, c'est un sport d'entraide, c'est un sport sur le long terme aussi, où on doit construire des stratégies sur une saison, sur 3 ans, sur 4 ans. Mais il y a le personnage, c'est là où ça devient aussi compliqué, c'est le personnage de la chef des ingénieurs, en l'occurrence, qui est très bien, qui est super. Il y a un personnage féminin et il est super bien écrit, elle a du caractère, elle sait ce qu'elle fait, elle sait pourquoi elle est là, on sait pourquoi elle est là. Et ils nous ont créé cette romance à 2 balles, cette romance en carton avec Brad Pitt dont on n'avait pas besoin. On s'en fout, on veut voir du sport, on veut voir de la Formule 1, on veut des enjeux concrets, on veut des enjeux sportifs. J'en ai rien à foutre que Brad Pitt il a eu un crush sur Machine et que Machine en fait, ils se sont regardés dans les yeux parce qu'ils ont bu un verre à Las Vegas et puis en fait, le coup de foudre, c'est pas... Et en plus, je me suis dit après coup, vous voulez nous parler d'une romance, utilisez le personnage de Joshua, en l'occurrence, j'ai oublié malheureusement le nom de l'acteur, j'en suis désolé, le personnage du rookie, parce que tout aussi un des arcs... Damson Harris, merci. En l'occurrence, il y a toute un des enjeux du film, c'est la relation qu'a le vieux vétéran Brad Pitt avec son coéquipier rookie qui est là pour la première fois en Formule 1, qui lui a une vingtaine d'années et qui découvre le sport. Ça, c'est un vrai enjeu intéressant en fait. Parce que le côté vétéran, je reviens 30 ans après pour prouver ce que j'ai jamais pu prouver, en fait, j'en ai un peu rien à foutre de Brad Pitt, homme blanc américain de 50 ans qui veut prouver ce qu'il a jamais pu prouver. Et ça m'intéresse plus homme noir, 20 ans, qui débarque dans un sport ultra compétitif avec beaucoup d'argent et qui doit faire sa place humainement et aussi dans l'équipe et puis faire ses preuves aussi sportivement sur la piste. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, ça s'appelle la Formule 1. Chaque année, il y a des nouveaux pilotes et ils ont tous des enjeux, des pressions, des contrats. Et c'est intéressant de voir comment ils se démerdent dans cet environnement compétitif. Et Brad Pitt qui vient avec son sac à dos en mode Top Gun Maverick, Ray-Ban sur la tête, les pecnos, je vais vous apprendre ce que c'est le sport, j'en ai rien à carrer en fait. Et en face, du coup, je parlais d'histoires d'amour et de quêtes secondaires, d'histoires alarmantes moelleuses. En fait,
Je trouve ça beaucoup plus intéressant si vous voulez parler de relationnel, d'humain, d'amoureux, de couple, de sentimental, de me parler de ce rookie qui a une copine et il sait pas comment s'en sortir avec, je sais pas, son premier amour. Ça fait 2-3 ans qu'ils sont ensemble et il s'avère qu'en fait il a un pied en Formule 1 et d'un seul coup ça devient galère de co-allier carrière sportive et carrière amoureuse, parce que c'est des vraies histoires, c'est des vrais trucs. Je pense à Charles Leclerc, je pense à Esteban Ocon, je pense à des pilotes. Ils ont dû faire une croix sur leur vie amoureuse, ou en tout cas malheureusement quitter des copines pour eux, pour se concentrer sur leur carrière sportive. Intéressant, pas intéressant, en tout cas j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant que l'arc amoureux avec Brad Pitt. Bon, et ça nous prend du temps, parce que aussi, j'essaye d'abréger, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas malheureusement avec ce film. Je pense que vous l'aurez compris, globalement j'en suis assez déçu. Et ouais, il y avait beaucoup mieux à faire. On aurait pu faire beaucoup plus court. C'est beaucoup trop long. Il y a 30 minutes de trop dans tout ça. Autant sur l'arc amoureux que sur des trucs sportifs et tout qui vous expliquez mal en plus. Parce qu'ils ne savent pas à qui ils s'adressent. Est-ce qu'ils s'adressent aux fans ? Est-ce qu'ils s'adressent au lambda qui vient juste acheter sa place et voir un film le dimanche ? Mais à la fin, ils se sont perdus dans tout ça. Donc ça nous fait un film qui ne sait pas sur quel pied danser. Un film qui a un contraste fou entre une réalisation extraordinaire qui vraiment nous filme des voitures comme elles n'ont jamais été filmées, et des scènes plan-plan en contre-champ, en chant contre-champ dans des bars où on nous raconte et les dialogues, mais qu'est-ce qu'ils sont foirés, les dialogues vraiment, Brad Pitt et tous les autres anglais généralement, mais Brad Pitt est vraiment vole et gâche le film, il prend trop de place à l'écran. Et oui, je crois que malheureusement, j'ai fait qu'un dixième du tour de tous les défauts de ce film, mais c'est vraiment le grand écart entre la qualité visuelle et la pauvreté de ce scénario, et comment on gâche des personnages féminins si bien écrits. En fait, il y avait vraiment il y a vraiment un bon film derrière. On aurait pu parler d'un rookie qui doit se battre pour juste rester en Formule 1. C'est pas ça les enjeux, c'est pas se battre pour des victoires dès ta première saison. C'est arrivé très 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 rarement dans la carrière d'un pilote de se battre dès sa première saison pour des victoires. Et j'aurais trouvé ça que j'aurais voulu. En fait, oui, c'est beaucoup trop hollywoodien, parce que j'aurais trouvé beaucoup plus modeste si on aurait mis un pied en dehors, on aurait joué la carte dramatique et dire le rookie, il vient et il doit se battre pour juste gagner quelques points et faire une 9e place, et c'est merveilleux. Et on a voulu vraiment se la faire beaucoup trop. Et je finirai juste par dire, c'est dommage parce qu'il y a la scène du tout dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Et là, d'un seul coup, ça devient bien. La scène est vraiment... Enfin, c'est une vraie belle course. On a vraiment une belle bataille. C'est ça la Formule 1. C'est vraiment... On construit une stratégie, on construit des dépassements, on gère les pneus, on essaie de voir la faiblesse de l'adversaire. C'est pas tous les Grands Prix à la con qu'on nous a montré avant. Donc, à la fin, oui, si vous aimez un petit peu la Formule 1, vous aimez un peu le divertissement, c'est divertissant, ça se laisse regarder, c'est pas non plus totalement à chier, mais il y avait tellement mieux à faire. Il y avait vraiment, vraiment beaucoup mieux à faire. C'était donc l'avis de notre cher Lorenzo sur F1. Petite anecdote d'ailleurs, F1, c'est l'un des films avec l'un des plus gros budgets de l'année, avec 300 millions de dollars, soyez en passant. Voilà, un budget... on va dire conséquent, mais ils font des très bons démarrages, donc ils vont dépasser. Il est en train de faire un démarrage au niveau international assez impressionnant, donc les derniers chiffres qui sont un peu sortis, on s'attend à plutôt un grand carton. De ce que j'ai vu, il a commencé avec 55,6 millions de démarrage au premier jour. Donc c'est quand même assez impressionnant, et ça devrait normalement assez rapidement être rentabilisé. Qu'est-ce que ça fait plaisir, ce genre de grand cinéma. Et bien sûr, les gros sous-sous. C'est fou de te dire qu'avec le budget du film, tu peux faire tourner une écurie de Formule 1 pendant 2 ans. Le réel a un peu plus que la fiction. Que veux-tu ? En tout cas, c'était donc l'avis de notre cher Lorenzo, et on va enchaîner avec quelque chose de complètement différent. On va enchaîner avec un film qui était très attendu par plusieurs personnes de justement notre petite équipe. C'est le retour de Petra Biondina Volpe dans les salles obscures. On va vous parler d'En première ligne. Lind, 3. Stock. Bier. Nein, Champagner. Bin ganz allein. Sie mehr mich. Merci. Kantonsspital, 3. Stock, Florian Lind. Herr Hungerbühler kann bei uns abgeholt werden. Ich will nach Hause. Morgen können Sie nach Hause gehen. Jetzt ist Zeit, sich auszuruhen. Ja, hier Florian, 3. Stock. Frau Lauber, ich habe Sie nicht vergessen, ja? En
première ligne ou Eldin en allemand, parce qu'en effet, c'est un film suisse. Et oui, donc suisse-allemand, enfin suisse et allemand. Donc réalisé par la réalisatrice suisse Petra Biondina Volpe, qui avait notamment réalisé en 2017 Les Conquérantes, un film qui, alors je sais pas pour vous, mais pour nous helvétiques suisses, c'est un film assez important, c'est un film qui a quand même marqué d'une certaine manière le cinéma suisse et qui a surtout marqué toute une génération, car ça a beaucoup été un film qui a été comme par exemple Die Wolke ou comme Non, plusieurs... de La Vague, non, c'est Die Welle. Die Welle, pardon, je voyais comment je suivais extrêmement bien mes cours d'allemand. Non, mais La Vague, du coup, qui était un peu un film qui a énormément mis très diffusé avant... dans les écoles. C'est ça, ce genre de film. c'était presque un film, on va dire, éducatif d'une certaine manière. Donc c'est un film qui a été très important pour le cinéma suisse. Et donc, Petra Biondina Volpe revient du coup avec en première ligne, avec dans le rôle principal Léonie Benesch, qui est du coup actrice allemande que vous avez pu découvrir, qu'on a pu découvrir maintenant il y a 1 an et demi dans La Salle des Profs, mais qu'on avait aussi pu vous en parler avec 5 septembre, pardon, qui était sorti en ce début d'année. Et le film va nous faire vivre pendant toute une nuit la vie, ou en tout cas on va suivre le chemin de Florie, une infirmière qui fait face au rythme implacable d'un service hospitalier en sous-effectif. Au fil des heures, les demandes se font de plus en plus présentes et malgré son professionnalisme, la situation commence dangereusement à lui échapper. Encore une fois, du coup, Roman et moi, nous avons pu voir ce long métrage et cette fois-ci, c'est moi qui va commencer un petit peu à vous dire ce que j'en ai pensé. En première ligne, c'est déjà un film que j'attendais énormément. Je l'ai découvert en fait il y a quelques mois avec les premiers trailers, les premières bandes annonces qui en sortaient. Alors déjà, je suis assez intéressé par la carrière de Léonie Benesch. J'ai encore un peu de lacunes sur son cinéma, mais je suis assez intéressé par cette actrice-là, par son jeu d'acteur et ce qu'elle donne en fait à l'image que je trouve assez intéressant. Mais en plus de ça, j'étais très intéressée par le sujet même du film, à savoir de mettre en place et de montrer la situation du personnel hospitalier dans les établissements, un sujet qui est assez important, un sujet qui je trouve est assez sous-traité, même si on a encore pas mal de films qui sont sortis un peu ces dernières années qui essayaient un minimum de traiter sur cette question-là. Mais du coup, c'était un film que j'attendais énormément et je peux vous dire que j'ai pas du tout été déçue à aucun moment parce que vraiment, en première ligne, c'est un petit coup de cœur. Tu ris parce que c'est un coup de cœur. C'est vrai. Ça va chambouler ton top 10. Ça va, évidemment. Je peux le dire au début de cette année. Je peux enfin le dire pour la première fois cette année. Ça a chamboulé mon top 10. Non, mais c'est vraiment un film qui m'a un petit coup de cœur, voilà, on peut le dire, un petit coup de cœur personnel, parce que je pense que le film, sans forcément transcender son concept initial, à savoir de, comme je vous ai dit, suivre une infirmière dans le milieu hospitalier et essayer de voir en fait que au fur et à mesure de la nuit, ça va partir en vrille. Et sans forcément transcender ce concept-là, qui, même sans être transcendé, est parfaitement maîtrisé, en fait, le film se veut véritablement un vrai cri d'alarme radical sur la situation du personnel hospitalier. Et c'est vraiment un point de vue qui est assumé tout du long du film, et c'est surtout un point de vue qui est marqué de manière très claire, notamment avec un carton de fin qui est à la toute fin du film, où le film vraiment affirme, même si on pouvait encore avoir si des gens avaient encore des doutes pendant le film, mais à la fin, c'est vraiment assumé et posé tel quel. Je suis une œuvre politique, je suis une œuvre qui veut revendiquer quelque chose par l'histoire que je t'ai racontée. Je veux revendiquer quelque chose et cette revendication, c'est de dire que on est en train tout simplement de foncer dans le mur au niveau des services publics et notamment du respect du personnel hospitalier, du manque de moyens justement dans les hôpitaux, du manque de respect qui est fait du coup à ce personnel-là, etc., etc. Tout plein de petits enjeux, tout plein d'éléments qui vont en ressortir du film. Bref, la ligne qui est portée par le film, moi je la trouve super intéressante et parfaitement et d'une justesse en fait parfaite. Je pense que vraiment le film dit exactement ce qu'il faut dire et en plus de ça, le film arrive à le faire avec une vraie montée en tension crescendo qui est parfaitement maîtrisée. Il y a vraiment un rythme et une montée qui est brillante, qui est orchestrée via son montage, par sa caméra, son travail sonore et sa musique aussi qui est vraiment parfaitement utilisée pour accentuer la montée de tension tout au long de l'œuvre. Et ça en fait qu'en fait on est devant un film qui est profondément anxiogène, oppressant, avec une intensité émotionnelle hyper réussie, qui réussit en fait à t'émouvoir aux larmes dans sa grande variété des situations qui sont montrées. Je vous cache pas que moi c'est un film qui vraiment m'a fait pleurer à plein d'instants. Est-ce que c'est aussi parce que c'est le sujet qui est traité et en fait je sais que
voir des gens dans des hôpitaux traiter de cette question-là, de la souffrance dans ces hôpitaux-là et des gens qui en souffrent, c'est quelque chose qui me touche personnellement, notamment sur la question de la vieillesse, sur la question des maladies, sur la fatalité des maladies rares, etc., etc. Bref, tout ça, moi, c'est un truc qui me touche personnellement, mais en plus de ça, le film arrive vraiment à le maîtriser en réussissant à notamment jouer avec un mix émotionnel qui est assez génial, c'est-à-dire c'est un film quand même qui est capable de te passer par le rire, les pleurs, le côté oppressif, comme j'ai dit, anxiogène, le côté un peu frisson, mais aussi le moment, encore une fois, de vraie comédie, quoi. Il y a vraiment des moments dans ce film qui sont assez drôles, et réussir à passer d'une scène à l'autre de cette manière-là, c'est toujours un concours un peu d'équilibriste qui est assez compliqué à le voir, et évidemment, comme je l'ai dit un peu en introduction, mais le talent de Léonie Bénèche ne se voit évidemment, elle crève l'écran tant elle arrive à porter le film, et dont justement on voit son évolution de son personnage tout du long métrage, quand son corps est justement impacté par cette intensité qui est autour d'elle, comment on voit sur son visage le côté où ses yeux commencent à être de plus en plus crispés, où la fatigue commence à s'installer. Bref, c'est vraiment un film que j'ai tout bonnement adoré. Je pense qu'on peut même en arriver, en tout cas moi c'est presque la sensation que j'ai eue, c'est qu'en fait à la fin du film on a presque cette sensation de lui reprocher qu'en fait il s'arrête, quoi. C'est-à-dire on a l'impression que le film s'arrête presque d'un coup, alors qu'en fait on en veut plus, et je pense que c'est un peu assez mais en fait un défaut qui est une qualité, c'est-à-dire je veux à la fin du film en avoir encore plus, pour vous dire à quel point ça veut dire que ce film, moi personnellement, me marque beaucoup, et ça me fait méga plaisir de voir. Tu veux encore plus de souffrance pour le personnage hospitalier, c'est ça que tu es en train de dire. C'est à peu près ce que je suis en train de dire. Des journées plus longues de travail. Exactement. Je pense que c'est ma revendication en tant qu'homme de droite et libéral. Je défends ça, évidemment. Non, mais c'est pour dire, et je te donne tout de suite la parole, mais je suis tellement heureux que ce film-là existe, et je suis tellement heureux que c'est un film suisse réalisé par une femme suisse qui arrive à nous faire une œuvre autant intelligente, autant chouette cinématographiquement, autant qui vise autant juste, en fait, et je suis vraiment tellement content de la qualité filmique de cette œuvre qui vraiment, pour moi, c'est tout simplement excellent, c'est bouleversant, et c'est un film que vraiment, comme l'a dit un peu Roman, va probablement bouleverser mon top de l'année. On verra bien, mais clairement, c'est un grand coup de cœur de l'année. Ouais. Bah écoute, tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, hein. Franchement, c'est vrai que moi je l'attendais pas spécialement, je l'avais pas vraiment vu venir ce film, mais je sais que ça a déjà été un énorme succès en Suisse alémanique, qu'il est déjà sorti un peu avant. Et ouais, je trouve vraiment fort déjà dans la façon dont on démarre le récit. Tu sais, elle sort du tram, elle s'engouffre en fait dans l'hôpital, et elle est vraiment absorbée dans le truc. Il y a une espèce de côté tourbillon, et même, enfin, bon, c'est pas vraiment un spoil, mais la fin est la même qu'au début, enfin c'est le même plan presque, tu vois, il y a cet effet de symétrie, et je trouve qu'il y a vraiment moi je l'ai ressenti comme l'hôpital te chope et t'entraîne dans le truc et te recrache, quoi. Tu vois, il y a vraiment, j'ai trouvé presque dans cet imaginaire-là de personnel qui soit presque jetable, quoi. Absolument. Et donc ça j'ai trouvé assez fort pour commencer, et puis je trouve par rapport à... Effectivement, tu as dit qu'on voit pas mal de films sur les hôpitaux, c'est un sujet qui revient assez souvent, mais je trouve qu'il y a quand même des spécificités, parce que dans les films français, plutôt sur les hôpitaux, il y a vraiment un aspect dramatique vraiment plus fort, je trouve. Je pense à... Je sais pas si vous vous souvenez de ce film La Fracture avec Pio Marmaille. Et j'en avais quelques autres en tête, mais j'ai oublié, ou les Hippocrates, les séries Hippocrates, le film et tout. Je trouve que c'est dans le milieu hospitalier et tout, mais c'est toujours, disons, dans des situations de crise. Et il y a toujours des drames, il y a toujours vraiment des trucs en plus qui se dramatisent. C'est des moments particulièrement intenses, c'est des moments particulièrement dramatiques. Il y a des choses horribles qui se passent. Et en fait, là, en fait, il n'y a rien d'horrible qui se passe. Tu vois, en soi, alors la journée est un peu chargée parce que elles sont en sous-effectif, mais elles sont pas non plus en sous-effectif dramatique, tu vois. Genre, c'est des situations qui peuvent arriver souvent. Et c'est pas du tout des situations exceptionnelles de crise. Et en fait, tu te dis, mais en fait, l'intensité là qu'elle est en train de vivre, c'est tous les jours. C'est quasiment permanent, à des rares exceptions près. C'est vraiment la norme. Et c'est ça que je trouve qui rend le film encore plus fort que certains drames français où on va vraiment dans des cas extrêmes d'intensité. Et du coup, tu te dis, oui, c'est pas comme ça tous les jours. Mais en fait, alors là, ça, c'est vraiment comme ça tous les jours. Et l'autre spécificité aussi, mais ça c'est plus par rapport à la Suisse, c'est que ce qui est intéressant, mais c'est dit aussi à la fin dans le carton de fin qui parle du personnel soignant, c'est que dans beaucoup de pays, le problème c'est les infrastructures, et genre des hôpitaux, les machines, le manque
de traitement, tout ça. Et là, c'est vraiment le personnel. C'est vraiment qu'il y a, genre, tout est là. Alors, l'hôpital, il est nickel, tu vois. Qui est hyper moderne en plus. Il est hyper moderne. Il alors, c'est marrant parce qu'elles ont tourné dans un hôpital abandonné près de Zurich. J'ai lu une interview d'elle, un hôpital qui va être détruit. Donc, elles ont eu la chance de tourner là-bas avant, mais dans le sens où tout est là. En fait, tout est pareil pour que ça fonctionne. Il y a tous les médicaments, les chambres sont clean. Enfin, il n'y a vraiment pas de souci. Mais le problème, c'est vraiment le manque de personnel. Donc, c'est aussi une spécificité suisse que je trouve qui est assez bien abordée, parce qu'en fait, t'as presque envie d'aller l'aider quand tu vas le film. Parce que tu te dis, mais en fait, il y a tout. Et il y a cette pauvre stagiaire aussi qui est là, qui doit faire 15 choses en même temps. Et c'est pas qu'il n'y a pas le matos, c'est juste que vraiment, c'est un manque de personnel, quoi. Et non, ouais, je le trouve vraiment... effectivement, il réinvente pas la roue, quoi. C'est tout droit, c'est sa journée de travail, et il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Mais je trouve dans la façon dont les personnages secondaires, enfin tous les patients du coup, qu'on voit assez peu, c'est vraiment des petites scénettes et tout, des petites touches de personnes, mais que les personnages sont assez bien développés. Après, il y a des trucs, par exemple le personnage du bourgeois insupportable, qui est dans sa chambre privée, qui a une assurance privée et tout, et qui après, alors petit spoil, sautez de 15 secondes, mais qui a une espèce de rédemption, où il se dit, en fait, vous avez raison, je suis un connard, c'est moi, je devrais pas vous parler comme ça et tout. Bon, en vrai, c'est cool, ça permet de relâcher un peu la pression, mais je sais pas si c'est nécessaire avec un peu de recul. Je sais pas si dans la narration du film, je l'ai pas trouvé vraiment nécessaire ce moment-là. Mais sinon, ouais, vraiment hyper bien. Elle, comme tu l'as dit, elle est impressionnante. J'espère qu'elle va gagner un prix du cinéma suisse, que nous serons invités l'année prochaine. Si ce film ne gagne pas bah un là, prix, c'est quand même assez au moins on en scandaleux, aura vu un. Non mais déjà en termes de mise en scène, en termes d'acting, en termes de plein de trucs, c'est quand même excellent, quoi. Enfin, c'est vraiment qu'il va gagner tous les prix. J'espère. Pour l'instant, je sais pas. Mais... Non mais c'est fort parce que ouais, c'est aussi, puis il y a vraiment ce truc de l'espace où tout se passe dans un couloir, tu vois, quasiment. Il y a vraiment ce truc où le couloir, tu vois, il y a ce truc très long où elle est d'un côté et tout à côté il y a une lumière qui s'allume au loin et elle doit foncer. C'est ça, c'est que des fois il y a des petits éléments de mise en scène qui sont tellement simples, tu vois, une lumière rouge, mais cette lumière rouge reprette un danger énorme, quoi. Et puis tu sais pas ce que c'est, en fait, ça peut être autant un mec qui te demande une tisane que quelqu'un qui est en train de mourir. Il y a toujours cette incertitude là. Ouais, non, franchement, assez fort tout le long, puis jamais trop dramatique. Je trouve qu'il fonctionne assez bien dans la tension, justement avec quand même des moments de légèreté, mais qui restent dans l'intensité de ce que c'est le métier. Et ouais, voilà. Après, il faut engager des soignants, quoi. Là, c'est le message du film. Les décideurs, là, regardez le film et engagez des soignants. On ne peut que dire ça, et évidemment, passer un gros coucou à tous les gens qui bossent dans les hôpitaux, infirmiers, infirmières. Si vous nous écoutez, on vous envoie de la force, évidemment, parce que vous faites un métier assez dingue. Voilà. Mais c'est clair que, ouais, je reviens un peu sur ce que tu as dit, mais c'est vrai que moi, ce qui me passionne beaucoup dans ce film, c'est justement la grande variété des petites histoires qui t'ont racontées, de passer de, justement, ce réfugié qui est là et qui, en fait, est dans sa chambre d'hôpital et qui est tout choupi, qui en fait a juste besoin de discuter un peu avec quelqu'un, mais malheureusement elle est en incapacité de le faire, ou très peu, parce qu'en fait elle est obligée de charger avec d'autres gens. Le fait que t'as une dame qui a un cancer avec ses enfants, mais du coup elle veut aller les voir pour leur donner une petite sucrerie aux enfants, parce qu'ils ont créé un lien avec, mais elle peut pas rester beaucoup. Enfin, cette espèce de truc où tu sens que qu'il y a une connexion qui s'est créée avec plein de gens, et toi t'arrives un peu au milieu, en fait le film t'arrive un peu au milieu du truc, où tu sens que la journée, enfin la semaine elle a déjà été longue, et que c'est juste, toi t'arrives, t'es un peu spectateur de ce truc là, tu repars. C'est une petite incursion comme ça, quoi. Ce qui moi me plaît beaucoup, c'est ce truc où en fait le côté, comme tu avais dit, en fait, où tous les moyens sont là. C'est-à-dire on pourrait faire justement on pourrait faire en fait tout ce que les gens demandent dans ce film, mais le problème c'est qu'à chaque fois il y a ce truc du manque du personnel qui t'empêche en fait à chaque fois. C'est-à-dire le simple fait d'aller parler à quelqu'un pour lui dire qu'est-ce qu'il a comme maladie, c'est pas possible, et les conséquences que ça a, elles sont dramatiques. Et c'est tout le temps justement cette infirmière-là, justement ce personnage qui en fait de Floria, qui est constamment obligée d'essayer de faire au mieux de ce qu'elle peut, avec notamment aussi cette fin qui est en fait assez touchante, en fait, qui est assez subtile, qui est assez touchante, qui sort un petit peu du cadre purement matériel que le film avait. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, et c'est vraiment un film d'une très belle intensité, d'une très grande poésie, et qui, voilà, comme on l'a dit, ne peut que nous pousser à dire évidemment, engagez du personnel, respectez-les, et voilà. Allez, on enchaîne avec quelque chose de complètement différent, et je pense que c'est vraiment le cas de le dire. On avait parlé d'un film qui parle de la gravité du monde hospitalier, des travailleurs et des travailleuses de ce milieu. On va vous parler d'un film qui a une perspective un tout petit peu différente. On va vous parler de 13 jours et 13 nuits. On prend tous les disques durs, c'est clair? On broie et on brûle tout!
50 ans après, les talibans font leur retour au pouvoir. Les gens qui sont dehors, là, je sais ce qu'ils vivent. C'est l'enfer. Il y a à peu près 300 personnes tassées devant la grille, il faut ouvrir. Ouvrez les portes! 13 jours, 13 nuits est donc réalisé par Martin Bourboulon, réalisateur notamment de Eiffel, et comme avait fait aussi remarquer Roman lors de la sortie du cinéma quand on a été le voir, il a aussi réalisé Les Trois Mousquetaires, donc les deux parties des Trois Mousquetaires. Dans le casting, on retrouve Roche Dizem et Lina Koudry. Le film est donc une adaptation de l'ouvrage autobiographique 13 jours, 13 nuits dans l'enfer de Kaboul de Mohamed Bida, publié en 2022, qui revient sur l'exfiltration d'une centaine de personnes de l'ambassade française en Afghanistan lors de la chute de Kaboul en 2021. C'est quelque chose d'assez important à noter, ce que je viens de vous dire, sur le fait que c'est une autobiographie d'une personne qui était sur place lors de justement la prise, on va dire, de Kaboul par les talibans, tout simplement. Bref, on l'a vu avec Roman. Il y a des choses à dire sur ce film, c'est pas anodin si je vous disais juste avant qu'on change complètement, on va dire, de direction avec ce film. C'est un film qui mérite qu'on en parle un tout petit peu, mon cher Roman, et je donne évidemment la parole. Il y a du débat, on va dire, sur ce film. Bah déjà, vive la France. Enfin, ça, je pense qu'il faut le dire assez clairement. Vive la France. Évidemment. La France du général de Gaulle. La France des Lumières. La France des Lumières face aux obscurantistes. Bah, 2 étoiles. Arabes. Les obscurantistes oui, pardon, arabes. j'ai pas dit les obscurantistes. Oui, on peut commencer par les quelques aspects positifs du film. Bon, l'histoire est assez intéressante. Il y a des bons moments de tension voilà, ils doivent parce que je sais pas si les gens ont le pitch du film, mais c'est que ils ont des réfugiés afghans à l'ambassade de France qui doivent amener à l'aéroport pour qu'ils puissent évacuer le pays. Et ces méchants réfugiés afghans qui sont entrés à l'intérieur, oui. Mais vraiment par générosité de la France, quoi. Ça, c'est moi franchement bravo la France, ce coup-là. Non, voilà, donc ça c'est le pitch. Et puis il y a toute cette épopée puisqu'ils sont un peu encerclés par les talibans et tout, qui viennent donc de prendre le pouvoir. Et donc de ce côté-là, il y a des moments de suspense qui marchent assez bien parce que est-ce qu'ils vont réussir à partir, est-ce qu'ils vont se faire tirer dessus à tout moment. Il y a une petite tension qui marche assez bien, mais qui est pas non plus incroyable. Genre c'est pas on n'est pas d'une tension digne d'un grand film de guerre. Enfin, c'est vraiment c'est pas mal, mais c'est pas non plus exceptionnel. Donc de ce niveau-là, il y a rien de fou. Les performances, Roche Dizem dans le rôle du général viril et qui sauve l'honneur de la France. Super, voilà. Puis Lina Koudry aussi. Enfin, pas grand-chose à dire. Après, vraiment sur le plan plus politique du film, sur le fond, c'est quand même terrible. Enfin, j'ai l'impression que le film est financé par la police nationale et le ministère des Affaires étrangères, quoi. Absolument. C'est quand même genre, si on n'était pas sûr que le film soit vraiment vive la France et la grandeur de la France, à la fin t'as genre 4 ou 5 cartons avec marqué la France a sauvé les réfugiés, voilà. C'est un film bien républicain. C'est 100% universaliste et républicain et laïque et voilà. Le film, enfin vraiment, on a vraiment ce personnage de Roche Dizem qui est construit comme un peu l'arabe du coup intégré en France, qui raconte son histoire de son père qui était algérien, qui a dû s'intégrer en France, et lui il se bat pour ça, il se bat pour l'idéal français et tout depuis cette ambassade en Afghanistan. Donc il y a vraiment ce côté-là, et en fait tout repose sur le fait que c'est les Français, donc les Blancs, même si en l'occurrence les deux personnages ne sont pas blancs, mais ils représentent l'Occident, l'avant-poste de l'Occident dans cet Afghanistan nouvellement ensauvagé. Enfin, c'est vraiment comme ça qu'on le ressent, quoi. Avec ces hordes d'Afghans qui n'ont pas de nom, pas de visage, qui sont juste des masses comme ça, qu'il faut sauver ou pas. Des méchants barbus. Voilà. D'un côté, il y a les méchants barbus, de l'autre, les gentils français, les gentils GI américains, qui ont aussi rien à se reprocher d'ailleurs. Et voilà, et non, il y a vraiment ce truc-là, c'est impressionnant à quel point c'est quand même vachement manichéen et vachement centré. En fait, c'est un film sur l'Afghanistan qui parle pas des Afghans, qui parle que des Français et en fait, ouais, si t'es pas lié d'une façon ou d'une autre à Roche Dizem, par des liens d'amitié, par des liens professionnels, par des liens diplomatiques, tu comptes pas vraiment. C'est juste t'es un simple Afghan. C'est les seuls qui ont la chance d'avoir un semblant de développement de personnage, c'est ceux qui sont liés à Roche Dizem, voilà, qui sont ses potes, quoi. Donc déjà super, voilà. Bon, le film sur l'Afghanistan qui parle pas des Afghans. Et vraiment
un bon fond de sauveur blanc, quoi, dans l'idée de vraiment ce truc de la France a pris sous son aile des gens, alors que quand on sait comment la France traite les réfugiés en général, ça fait quand même sourire. Et ouais, là, c'est assez dingue. Et puis sur les GI américains, en fait, le message, c'est que en fait, c'est un peu le film. On peut pas accueillir la misère du monde, toute la misère du monde, le film, quoi. Il y a vraiment cet aspect-là où les Américains, ils sont gentils, ils aimeraient bien aider les Afghans, mais en fait, ils peuvent pas. Donc, ils sont obligés de les insulter et de tirer en l'air pour les faire, les taper, les frapper, les tabasser, voilà, pour leur faire peur et pour les faire partir. Donc voilà, en fait, c'est pas de chance, quoi. Malheureusement, ils sont obligés de quitter le pays sans rien faire. Non, mais c'est en fait, je comprends pas comment tu peux faire. Genre, le film est adapté de l'autobiographie du gars, donc c'est évident qu'il y a des angles morts. Et j'ai l'impression que le film enlève encore des trucs pour qu'il y ait encore plus d'angles morts et qu'il y ait encore moins de personnages et de trucs intéressants à montrer. Non seulement il y a des angles morts, mais en fait, le gros problème du film, c'est que c'est subjectif. Bah, c'est ça, tu adaptes un livre d'un mec qui était sur place et qui est le héros du film. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Ouais, tu te demandes l'intérêt du truc et puis ouais, de ce que ça raconte au niveau. La déshumanisation des populations du pays où et t'as des personnages complètement absurdes, genre la journaliste occidentale qui doit être anglaise ou de Scandinavie, qui est vraiment occidentale et qui se pose un peu comme sauveuse de tout un bus d'Afghans qui les prend sous son aile, qui fait un peu l'héroïne. Il y a vraiment des trucs où tu dis normalement on va plus dans cette direction-là. On a compris qu'il y avait quand même un truc bizarre de domination occidentale là-dedans, et là on va tout droit dedans, quoi. Donc non, vraiment ouais, c'est dommage, quoi, parce que l'histoire est intéressante, ça aurait pu être bien. Après bon, c'est pas la réal est pas formidable non plus, donc en fait c'est pas juste le côté politique qui sauve pas le film, c'est aussi que de toute façon le film était déjà pas terrible, mais ce truc l'enfonce encore plus, je trouve. Non mais je suis assez d'accord. En fait, à la sortie du film, c'est ce que je t'avais dit quand on est sorti, c'est qu'en fait j'ai l'impression de voir que ce film, c'est le moment où Cédric Jiménez rencontre la chute du Faucon Noir. Tu vois, il y a un peu ce côté, donc Cédric Jiménez, réalisateur de Bac Nord, de Novembre, etc. Donc réalisateur bien ancré dans une certaine perspective politique et une certaine vision politique, et la chute du Faucon Noir avec toute sa, on va dire, puissance, on va dire, militaire, et avec quel type de film on est en train de parler. Pour moi, je vois vraiment que c'est un mélange de ces deux trucs-là. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment assumé comme étant un film de droite. Je pense que c'est vraiment le terme utilisé. C'est un film de droite, c'est un film blanc, c'est un film occidental, c'est un film colonial. C'est vraiment, on est dans cette... Et masculin. Ah oui, alors ça, par contre... Pour souligner le petit tapis de cerise sur le gâteau. C'est absolument un film de gros bonhomme, gros bras. Alors, ça a aussi un peu son efficacité. C'est-à-dire, c'est comme ce que tu as dit. Je pense que quand on va dans le côté un peu film d'action, il y a des moments où ça marche. Moi, par exemple, la scène du début me plaît dans ce gars qui marche dans l'ambassade avec la caméra derrière lui, et puis il dit vous cramez tous les documents. Il y a des flammes de partout, ça part en panique. Il y a lui avec ses gros muscles et son gros gilet pare-balles crop top, parce que c'est un peu rigolo, il y a un peu le bidou qui ressort, donc c'est un gilet pare-balles crop top. Bon, écoutez, l'armée, je m'y connais pas trop, mais ça doit être une technique de combat. C'est pas républicain le crop top. Hein. Je crois que c'est pas républicain. C'est pas républicain le gilet pare-balles. C'est peut-être ça en fait la vraie critique du film, je pense. Il y a peut-être ça qui est un peu dans la subtilité. C'est le crop top. Bah ouais, c'est peut-être le crop top de justement Roche Dinzem. Bah écoutez, crop top woke. Il y a la scène coupée où Gabriel Attal vient et lui dit ça, c'est pas républicain du tout. Mais c'est pas une tenue républicaine, t'as raison. Mais en tout cas, voilà, c'est mis à part cet élément wokiste qu'il y a dans le film, en fait, il y a vraiment ce côté vraiment, c'est bonhomme, quoi. C'est vraiment genre, on y va, on est des bons mascus, on rentre un peu dedans. Et c'est vrai que c'est vraiment un film qui est assumé, et enfin, moi, je le vois comme un film du passé. C'est-à-dire, c'est vraiment un film qui met en scène. Alors, déjà, pour revenir à ce truc-là, parce que je pense que c'est vraiment important de le dire, c'est une adaptation d'une autobiographie du gars qui était sur place. Donc, évidemment, le truc va juste glorifier ce personnage-là, va glorifier ce militaire de carrière, va glorifier ce policier national. On sait pas du tout ce qu'il a fait, hein, mais en sachant que la réalité... En plus, il est même pas très bon militaire parce qu'il prend des risques de ouf, il applique pas les ordres et tout. Donc, alors ça, c'est un vrai truc, parce qu'il y a plein de moments dans le film où on le met comme un héros, comme on le met qui est trop un génie, mais il y a quand même plein de moments où c'est à cause de lui que les gens ont failli être butés. Voilà. Moi, il y a cette scène où à un moment donné, il va voir justement Lina Koudry, où il lui dit « C'est grâce à toi qu'on a survécu ». Et t'as envie de dire « Oui, mais c'est à cause de toi qu'on a failli crever ». Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc de « Ouais, non, mais ça marche pas comme ça ». Et qui fait plein de trucs complètement teubés. Donc, il y a vraiment ce truc de déjà, au niveau narration, ça n'a pas de sens des fois de le glorifier, ce machin. Et puis, en fait, c'est vraiment, tu remets, ou en tout cas, tu
tu décides de nier une réalité qui a existé. C'est-à-dire, en fait, au plaisir de juste reprendre ce qui est écrit dans le livre, on se permet de mettre de côté plein de choses qui sont historiquement un peu concrètes. Genre, par exemple, le fait de dire que c'était pas autant sympa ce qu'ils ont fait dans la réalité, les Français, avec les réfugiés afghanistan, que ce qui est montré dans le film en disant « Allez, c'est open bar, tout le monde vient avec nous, vous inquiétez pas, ça va très bien se passer ». C'était clairement pas ça. Et puis, petit truc un peu rigolo, les bons GI américains qui essayent quand même de faire entrer des gens, en rappelant quand même, si je puis me permettre, que c'est un petit peu à cause d'eux, du fait que les méchants talibans, ils reprennent le pouvoir en Afghanistan, parce que c'est aussi parce qu'ils se sont barrés. Et c'est aussi parce qu'ils n'ont pas permis la démocratisation, ils n'ont pas fait l'espèce de transition démocratique qui avait été demandée et qu'ils étaient censés faire, mais qu'ils n'ont jamais fait, qu'à la place, ils ont plutôt opprimé des populations sur place, ils ont plutôt... pas vraiment laissé les parts démocratiques qui pouvaient créer quelque chose de jeune. Non, bref, ils sont responsables aussi du fait que l'Afghanistan est retombé dans les mains d'un régime hyper violent. Et ce sont eux aussi les responsables de ça. Et le film te les montre comme, mais en fait, c'est quand même les Blancs qui arrivent quand même à sauver les quelques personnes avant que ça parte en boxon et avant que les méchants islamistes y prennent le pouvoir. Eh ben, je suis désolée, c'est un film qui est vieux, quoi. C'est un film de vieux, c'est un film du passé, c'est un film qui s'inscrit dans une démarche très états-unienne aussi, qui est ce côté gros blockbuster un peu militaire machin, où justement, comme tu disais, les masses afghans sont des masses de population, c'est des zombies en fait, c'est vraiment une population de zombies qui est là à courir un peu dans tous les sens, bêtes, ensauvagées, enfin bref, c'est vraiment la représentation qu'a ce film de ces populations-là, et je trouve sauf si elles sont liées d'une façon ou d'une autre à un blanc. Là, ça devient de vraies personnes, à part ça... Mais sinon, mis à part ça, s'il n'y a pas d'intérêt à la France, ce ne sont pas des bonnes personnes, et on ne les représentera jamais de manière intéressante. Mais évidemment, la France et les grandes valeurs qui sont promulguées par... En fait, on rigole un peu avec Roman de ce truc-là, mais c'est que le film est vraiment à mettre les pieds dans le plat. Enfin, constamment dans le film, il y a ce truc de les valeurs de la France, les valeurs de la République. Nous sommes comme ça. Et en fait, ça en devient vraiment ringard, quoi. Il y a vraiment des moments où tu te dis, mais là, tu vas trop loin. Là, tu vas concrètement trop loin. Et je trouve que ce qui est symptomatique de ce truc-là, c'est même les photos de fin. C'est en fait, le film décide de te mettre quelques photos pour te montrer à quel point, comment il était trop ancré dans la réalité et comment, en fait, ils se sont basés sur des faits réels. Ouais, mais non, en fait. Ouais, mais non, parce qu'il y a plein de moments où tu sais que ce que tu vois, c'est de la fiction. Tu sais très bien que ce qui a été mis en avant dans le film et la manière dont c'est filmé n'a pas été la réalité. Et il y a beaucoup de choses qui sont, on va dire... pas dramatisés, mais on va dire qui sont faits pour que ça soit plus divertissant aux spectateurs. Et là aussi, c'est une remise en question clairement de la réalité. Donc voilà, je pense que sans forcément passer des heures sur ce film, j'ai vraiment la sensation de, même si c'est pas forcément un film qui t'ennuie à proprement parler, c'est un film qui est quand même très problématique, c'est un film du passé, c'est un film qui... est ce que je n'aime pas dans le cinéma, personnellement, dans ce que tu essayes de défendre dans le cinéma. C'est quand même un peu une démarche un peu triste, c'est une démarche pas forcément très futée et vraiment un film plus que mitigé, même si dans sa formalité, je trouve qu'il y a quand même des plans, moi, qui m'intéressent beaucoup, mais franchement, dans ce qu'il essaye de dire, c'est quand même un message un peu d'un autre temps, on pourrait dire. Vraiment complètement un autre temps. C'était donc notre avis sur 13 jours, 13 nuits. Vous pourrez donc comprendre qu'on est plutôt mitigé avec Roman sur la qualité de ce film, mais faites-vous évidemment votre avis en le voyant. Et on va enchaîner avec l'avant-dernier film de la sélection, un film que je suis si content de pouvoir enfin vous parler. C'est un film que j'ai vu il y a plus d'1 an en arrière, un film qui a déjà été diffusé en Irlande en 2024. Dans cette émission, je vous en avais déjà un petit peu parlé. Je vous avais dit qu'il n'était même pas sûr d'avoir une date de sortie. Eh bien, vous savez quoi ? Mes prières et mes vœux ont été exaucés. Il a trouvé une date de sortie pour le mois de juin. Ce film est enfin dans les salles obscures et ce film, c'est Kneecap. There are 80,000 native Irish speakers in Ireland. Ní fac, I chéad gantanga ach la náisiún. 3 of us have become rappers. You may know the words, but you don't understand the language. Swing you real for horse from Kyo. George go studio again. What? Agus wrench beats. Can you like? Well, you hear Abbey Roadie? Abbey what? Agus Shaw boys and Roland 808. You are sure going to be as real like for Kyoto if we like grammar when she's blast us, been the diary seeing hip hop. Could you on your? Do I look
Like I want to read subtitles. Kneecap, réalisé par Rich Petiat, qui est du coup un réalisateur anglais, et ça c'est quand même un élément important, j'en reviendrai un tout petit peu après sur ce film, et donc un film qui est sorti du coup en 2024 comme je vous disais avant, mais qui du coup a enfin eu sa date de sortie en francophonie en juin 2024, et c'est un film qui nous parle de l'histoire du groupe de rap irlandais Kneecap. Entre fiction et vraie histoire, on va du coup avec ce film retracer l'histoire de l'improbable groupe Kneecap. Alors déjà, pour commencer un petit peu, pour vous donner un peu un contexte, Kneecap c'est un groupe de rap irlandais, un peu avec des connotations punk, avec de la connotation un peu techno, électro, EDM, etc. Mais avec beaucoup de paroles engagées, un groupe qui du coup actuellement est d'ailleurs très engagé sur la question palestinienne car ils sont pourchassés, soyez en passant, par le pouvoir anglais. Ils sont notamment, il y en a plusieurs des membres du groupe qui sont en procès actuellement pour leur position en défense, notamment tout simplement de défendre défendre les populations gazaouis et palestiniennes qui subissent tout simplement le génocide de la part du régime israélien. Bref, c'est un groupe qui est engagé et je pense que c'est d'ailleurs en partie pour ça que le film a trouvé une petite résonance aussi, je pense, dans plein d'endroits récemment. C'est qu'à mon avis, l'actualité du groupe étant assez bouillante, et ils se sont dit, probablement les distributeurs se sont dit qu'il y avait peut-être un truc intéressant à pouvoir diffuser le film sur ces gars qui en fait ont une personnalité et un style très 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 à eux, une forte identité. C'est d'ailleurs un film qui a eu de grandes difficultés en fait à sortir parce que justement c'est le réalisateur Rich Petiat qui est venu vers eux pour leur proposer de faire un film sur leur groupe, sur leur existence, et vu que c'est un réalisateur anglais, c'était pas très facile parce que justement Kneecap, groupe irlandais et notamment qui prône justement la décolonisation de l'Irlande de la part de l'Angleterre, et évidemment pour eux c'était assez niette en fait, tout simplement qu'un réalisateur anglais se permette de se réapproprier leur histoire. Mais au final, au fil des discussions, le film a pu se faire en co-création, on va dire, avec le groupe Kneecap qui a eu une part très importante de la création dans ce film, et d'ailleurs ce sont eux-mêmes qui jouent d'ailleurs leur propre rôle dans ce long métrage. Et au final, vous l'entendez évidemment par ma voix, j'en avais déjà un petit peu dit dans cette émission, mais c'est un film que j'ai tout simplement beaucoup aimé. J'ai même d'ailleurs hésité à le mettre l'année passée dans mon top 10, mais étant donné qu'il n'avait pas vraiment eu une date de sortie en 2024 en France et en francophonie, que le public n'avait pas vraiment pu le voir et qu'il y avait aussi d'autres films, bref, il y a eu pas mal de réflexions en moi qui ont fait qu'il n'est pas entré dans mon top 10, mais qu'il n'était pas très loin. Et je me permets quand même d'en parler parce que enfin il a une date de sortie, enfin il est sorti dans les salles obscures, et c'est vraiment un bon gros film qui bouge dans tous les sens, qui tâche et qui fait plaisir. C'est un bon gros mélange de kétamine, de cocaïne, d'alcool, de bon gros hip-hop irlandais bien vénère, de grand cinéma, et pouf, ça nous donne ce long métrage qui est juste tout simplement superbe avec un rythme explosif. C'est un film qui est punk, qui vient directement te mettre un bourre-pif en plein visage par son intensité, par sa mise en scène, par sa musique, par, on va dire, même l'intensité que te donnent en fait les membres du groupe justement Kneecap qui sont dans le film, qui en fait, alors pour vous dire la vérité, moi au départ je connaissais pas tellement Kneecap avant de voir le film, je l'ai vu au GIF l'année passée, donc en fin d'année 2024, je ne connaissais presque rien, et en découvrant le film, c'est ce qui m'a donné envie de découvrir ensuite le groupe et les musiques qui en sont liées, et en fait on peut clairement aller voir le film sans avoir connu le groupe d'ailleurs, mais vraiment l'intensité qui est donnée par justement les musiciens, c'est absolument génial, et en fait on se rend pas du tout compte en réalité que ce sont pas des acteurs, parce que vraiment ils ont une très très bonne capacité d'acting, tout simplement. Ils ont une excellente capacité à jouer dedans, et on sent en fait qu'ils sont transportés par ce qu'ils essayent de porter dans leur film. Tu sens qu'ils ont vraiment un message à faire passer avec ce long métrage. Alors le film est beaucoup orienté sur justement la question de la colonisation de l'Irlande par l'Angleterre, mais notamment de l'identité irlandaise. Il y a vraiment cet enjeu-là qui est assez important, et notamment de la langue irlandaise. C'est-à-dire tout l'enjeu de ce groupe, c'est vraiment de dire, en fait, on va créer un groupe irlandais qui fait du rap, mais qui fait du rap en parlant la langue de chez eux, quoi. Pas juste l'anglais, mais vraiment leur langue. Et c'est un enjeu important, c'est un enjeu identitaire, c'est un enjeu de décolonial, en fait, tout simplement. C'est un enjeu
de se révolter face à justement cette imposition qu'on a sur le peuple irlandais et leur attaque contre leur identité. Bref, c'est vraiment un film qui est captivant comme projet, qui mêle à la fois le film musical, le biopic sur le groupe Kneecap, mais aussi de la fiction qui est complètement déjantée. Et c'est tout ce mélange-là qui fait qu'on est sur une pure proposition filmique qui va vraiment en fait dans tous les sens, qui est méga drôle, qui est méga divertissante, qui est profondément engagée pour la cause irlandaise. Et encore une fois que tu peux lier avec énormément d'autres causes, hein. Si maintenant tu lis avec les engagements que Kneecap ont actuellement, si vous avez un peu suivi l'actualité, et qui soulève en fait par la même occasion de nombreuses autres réflexions très intéressantes sur le contexte social et le contexte politique irlandais qui sont trop peu connus. Je pense il y a très peu de films en fait, ou en tout cas moi j'en connais assez peu de films qui traitent concrètement de la situation de l'Irlande au niveau moderne, pas juste des films comme par exemple les films de Kedge Loge, donc Le Vent se lève. Enfin, on essaye un peu d'aller sur l'Irlande actuellement, sur cette Irlande des années 2010-2020, même plus en fait, un peu plus vers 2020. Donc cette Irlande moderne, cette identité des jeunes, cette identité de cet endroit en fait, et comment ces dernières revendiquent quelque chose. Bref, c'est vraiment une œuvre qui est parfaitement rythmée, qui laisse à aucun moment de flottement, qui s'enchaîne parfaitement sans qu'on puisse voir le temps passer un seul instant. Et en fait, avant d'être un biopic, on sent que c'est un film qui est vraiment avant tout une œuvre filmique réfléchie, venant continuellement surprendre le spectateur via des propositions de réalisation et de photographie. C'est un film où justement le réalisateur Rich Petiat a vraiment apporté quelque chose en termes de mise en scène, a apporté quelque chose en termes de narration filmique. Il y a vraiment quelque chose où constamment dans le film on ne va pas s'ennuyer, parce que le visuel nous apporte aussi quelque chose, et c'est parce que le visuel nous captive qu'on arrive à suivre la narration et qu'on arrive à suivre le message qui nous est donné tout du long du film. Et c'est vraiment ce mélange-là qui en fait tout simplement ne s'arrête pas du tout du long et qui propose tout le temps quelque chose visuellement parlant, fait que c'est vraiment une petite pépite, et c'est vraiment un véritable régal à regarder, qui nous permet déjà de découvrir le groupe qui s'est engagé justement, comme j'ai dit, alors qui ont apporté notamment leur soutien aux différentes causes, Flotilla, etc. Bref, toutes les causes justement pour la Palestine, et justement qui prônent en fait en général une émancipation des peuples, mais tout ça fait que c'est vraiment une petite pépite que je vous invite vraiment chaleureusement à aller voir dans les salles obscures. C'est vraiment un film qui, en plus de ça, arrive à réunir tous les publics, c'est-à-dire à la fois le public qui aime le divertissement pur, à la fois le public qui aime les œuvres un peu plus engagées, à la fois le public qui en fait veut découvrir l'histoire, on va dire, d'un groupe peu connu, ou en tout cas pas forcément connu par tout le monde. Bref, réussir à mélanger tous ces publics-là, en faire un film hyper divertissant, hyper drôle, hyper péchu, me fait dire qu'en fait ce film, concrètement, c'est le meilleur film qu'on aurait pu faire pour parler de Kneecap. Alors c'est un peu facile étant donné que Kneecap est directement aussi en grande partie à la manœuvre, mais en fait le film est véritablement un cri de révolte face au monde, et c'est un cri mais en fait c'est un cri, mais pas juste un cri de révolte, c'est un cri pas de désespoir, mais c'est un cri de force qui veut faire la fête, et un cri musical. C'est un cri qui veut faire que le monde, avant de mourir, se réveille et se révolte un petit peu plus pour faire changer les choses. Donc c'est aussi un film qui est plein d'espoir, c'est un film qui est entraînant, c'est un film qui donne envie de faire bouger les choses dans la musique, dans l'alcool et dans le côté le plus punk qu'on pourrait trouver. Bref, c'est vraiment un film qui est tout simplement captivant et qui surtout met en action. Allez, après Kneecap, que je vous invite évidemment chaleureusement à aller voir dans les salles obscures, on arrive tout simplement au dernier film. Nos films d'actualité vont s'achever, mais pas avec un seul film. Et oui, petit truc un tout petit peu spécial. On va vous parler, ou plutôt Roman va vous parler d'un film et d'un court-métrage en même temps. Chose un peu particulière, mais on va vous parler de Ce n'est qu'un au revoir et un pincement au cœur. On est tous d'accord. On sortait et on voyait cette grande montagne en face de nous. Je sais pas, genre il y a un univers avec les copains, la nature. Bon, maintenant c'est fini. Ouais, c'est fini. Je suis en liste d'attente pour Madrid. Quoi ? Mais c'est génial! Non mais Jeanne, t'as vu la licence dans laquelle tu vas, tu peux mettre des cervelles, hein. Mais c'est un dérivé de Sciences Po. Non mais c'est sciences humaines appliquées, Jeanne, crois-moi que c'est Babosland aussi, hein. Ah, mais ça me rassure.
Ce n'est qu'un au revoir et un pincement au cœur est réalisé par Guillaume Braque. Le réalisateur français se questionne si les amitiés de lycée peuvent-elles durer toute la vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans peu de temps, Aurore, Nours, Jeanne et Diane, les protagonistes du film, diront adieu à leur chambre d'internat, aux baignades dans la Drôme et aux fêtes dans les montagnes. Pour certaines d'entre elles, ce n'est pas la première fois et ça fait encore plus mal. Comme je le disais en introduction, c'est du coup un film, mais qui, par la suite, va aussi diffuser un court-métrage, un truc un peu spécial. Tu peux un peu nous le décrire, mon cher Roman? Alors déjà, c'est des films, mais c'est des documentaires. Les deux sont des documentaires. Et puis, il y en a un, le premier fait 66 minutes, donc c'est pas non plus un film très long, et le deuxième fait une trentaine de minutes, donc qui s'appelle Un pincement au cœur. Et ouais, Guillaume Braque, c'est un réalisateur français que moi j'avais vu un de ses films qui s'appelle À l'abordage, qui avait pas mal parlé de lui, et qui est vraiment dans un truc assez lumineux, assez naturaliste, et qui cette fois c'était un vrai film, enfin un film de fiction. Et voilà, là c'est des documentaires, et en fait ils se concentrent souvent sur justement les choses de la vie, les amitiés, les amours, des trucs un peu intangibles comme ça. Et surtout sur des choses qui se terminent. Et là, c'est un peu le thème de ces deux films, c'est vraiment des relations qui se terminent. Donc en fait, on a d'un côté Ce n'est qu'un au revoir, et ça se passe... Il y a des trucs intéressants, il y a une dualité. En fait, à la base, les deux films n'étaient pas spécialement censés être montrés ensemble. Enfin, ils ont déjà été montrés séparément, mais là, je trouve qu'ensemble, il y a une bonne cohérence. Parce que Ce n'est qu'un au revoir, donc c'est le premier qui est montré, et il se passe dans le sud. Dans la Drôme, je crois, dans un lycée dans la Drôme avec un internat, et donc c'est le dernier jour de lycée, et donc voilà, il y a cette séparation de ces quelques ados qui ont vécu dans les mêmes chambres pendant des années et qui vont se séparer, partir à la fac. Et en France, c'est souvent synonyme de partir à l'autre bout de la France, ou voilà, il y a un vrai déracinement. C'est pas vraiment comme ici où des fois on reste dans la même ville et tout. Là, c'est un peu plus fort que ça. Et donc voilà, il y a ces 3 ou 4 personnages, Aurore, Nours, Jeanne et Diane, et aussi un peu d'autres personnages. Et voilà, il va juste un peu filmer leur discussion, leur relation, comment les choses se terminent et tout. Et il y a quelque chose de vraiment doux et de hyper beau, quoi, hyper simple. Vraiment pas de chichi. Après, c'est marrant parce que c'est un lycée, c'est que des babos, quoi. C'est que des espèces de rasta blancs avec des sarouels et des dreads. Non, mais c'est marrant parce que, enfin, pourquoi, je sais pas. C'est dans la montagne aussi. Bah ouais, mais c'est pas non plus. Tu sais, c'est maintenant, tu vois, c'est pas en 2008, quoi. Donc, je sais pas, ils ont une vibe assez rigolote, je trouve. Et mais des gens qui ont l'air très très cool au demeurant. Et puis voilà, donc le film explore vraiment ce thème d'une espèce de séparation collective d'un groupe qui va se disloquer, et il y en a qui pensent qu'on va garder les amitiés, il y en a qui pensent que c'est fini et que ce sera de temps en temps, voilà. Donc il y a un peu aussi différentes façons de gérer ça et d'aborder ça. C'est presque comme un deuil, quoi. Il y a un peu cette ambiance-là, mais quand même lumineux, voilà, un truc, c'est pas triste, mais c'est assez prenant. Et puis le deuxième film, en fait, c'est marrant parce que le premier se passe au sud, le deuxième se passe au nord, à Hénin-Beaumont. Alors c'est pas... on parle pas explicitement de Voldemort, comme on l'appelle dans le milieu, mais il y a cette ambiance là, parce qu'en fait c'est vrai que le premier c'est plutôt, tu sens que c'est plutôt des gens relativement c'est pas des riches, mais c'est pas non plus des gens pauvres, quoi. C'est des gens qui vont partir à la fac, ont un espèce d'avenir un peu déjà concret. Puis là, c'est dans le deuxième, Un pincement au cœur, c'est déjà ces 2 filles un peu plus jeunes, qui doivent avoir plutôt 15 ans, donc un peu plus jeunes que l'âge du bac. Et puis c'est vraiment leur relation à elles deux, et qu'en fait elles sont plutôt un peu trimballées de ville en ville, au gré des déplacements professionnels de leurs parents, un peu ce truc-là. Et on sent que c'est des situations beaucoup plus précaires et beaucoup moins lumineuses et chaleureuses. Voilà, il y a vraiment c'est plutôt des ados de maintenant, alors que les autres, ça avait l'air plutôt des ados des années 2000, donc c'est rigolo aussi. Et puis le fait que ce soit à Hénin-Beaumont, c'est évidemment cette espèce de nord un peu... Qui vote souvent à l'extrême droite, un peu désindustrialisé. Donc il y a un peu toute cette vision-là qui n'est pas explicitement dite, mais on sent que c'est quand même le fond de ce truc de l'instabilité. Et donc il y a plus de politique qu'on pourrait le penser. Et puis les deux films sont... J'ai un peu moins aimé le deuxième, mais je trouve que les deux films sont assez intéressants, et le double programme, ça marche assez bien. Et puis en fait, des fois, c'est du documentaire, mais la frontière est assez fine, quoi. Il arrive vraiment à filmer, même à cadrer, même à comment il monte et tout. C'est du documentaire, mais ça ressemble parfois vraiment à la fiction, donc c'est assez intéressant. Puis c'est assez cool, je trouve, de voir que
Enfin, ça peut être aussi intéressant juste des gens normaux, tu vois, c'est juste des ados. Et en fait, il arrive à en faire des trucs trop cool, alors que c'est juste des gens qui parlent et des relations et tout. Donc je trouve que le temps qu'il prend à allouer à ces relations qui pourraient paraître pas intéressantes ou insignifiantes et tout, bah, c'est assez beau aussi comme démarche, je trouve, comme façon de penser le cinéma. Et donc voilà, si vous avez l'occasion de les voir, ils sont toujours diffusés ensemble, enfin dans cette sortie-là en tout cas. Donc c'est plutôt deux films plutôt chouettes. Et puis Guillaume Braque, de façon générale, pour l'été, c'est assez cool parce que c'est lumineux, c'est solaire. Voilà quoi. C'est à voir. Et avec ce film, on arrive du coup à la fin de notre programme du jour. Et juste avant d'enchaîner avec nos cartes blanches, on vous rappelle évidemment que si vous aimez notre émission, n'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, de nous mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast sur lesquelles vous nous écoutez et surtout de nous partager un maximum pour que cette émission continue à croître jusqu'à ne jamais s'arrêter et de toucher évidemment les étoiles. Bref, merci du fond du cœur de nous diffuser, de nous partager un maximum. Ça nous fait plaisir et on le voit en plus dans les sondages, enfin dans les stats de nos réseaux sociaux. On voit que vous êtes de plus en plus les sondages gens. Sont les sondages sont catégoriques. Répondez dans la rue, hein, si on vous arrête, dites évidemment que vous écoutez Vidéo Club. On est catégorique. Nous serons les prochains présidents de la République française. C'est les sondages qui le disent. Mettez des bulletins, mettez à fond. Mettez Vidéo Club dans votre bulletin, enfin dans vos urnes en fait. Excusez-moi, mais quelle autre proposition vous pouvez choisir? Je veux dire, il y en a beaucoup d'autres. Bref, enchaînons, on va vous faire du coup nos petites cartes blanches du jour. Alors comme d'habitude, un chroniqueur ou une chroniqueuse va pouvoir vous donner une petite recommandation en fin d'émission. Évidemment, vu que c'est la dernière émission classique avant l'été, et ben cette fois-ci, ça va être nos petites recommandations de l'été. Et oui, et ben du coup, 3 recos, quel régal pour accompagner votre été. Bref, c'est le moment de nos cartes blanches du jour. Oh, la carte blanche, hein, je n'ai d'ailleurs accepté qu'à cette condition. Hein. Allez, on commence le bal des cartes blanches et on va commencer avec toi, mon bon Lorenzo. Lorenzo, quelle est ta carte blanche du jour? Ma carte blanche, c'est 2 cartes blanches. Ça sera les cartes blanches. Voilà, ça sera, au lieu d'en faire 1, ça sera 2. Il faudra se taper le 1 et le 2. J'ai repensé, voilà, j'ai un peu improvisé ça pendant l'émission, j'ai repensé à Formule 1, à quel point c'était pas très bien, gâché, et puis qu'on est passé à côté de plein de trucs qui auraient pu être super. Et en fait, je me suis rappelé que F1, le film, mais bien, ça existe. Et ça s'appelle Cars, tout simplement. Je sais, je vais jouer cette carte-là. La carte de l'enfance, la carte de la nostalgie, la carte des bons souvenirs, et la carte aussi du film qui m'a en partie donné cette passion du sport automobile. Mais Dieu que c'est bien, Cars. Franchement, j'y ai repensé là pendant 1 heure. Ça fait 1 heure que je pense à Cars. Non, pas que je vous ai écouté aussi. Et Cars, mais que c'est bien en fait, sur tous les aspects. F1, le film, ça essaie de nous parler de la difficulté d'être un vétéran dans un sport et de voir la fin de sa carrière approcher, et nous parler de la difficulté d'être un rookie et de voir le début de sa carrière approcher, puis tous les problèmes qui vont avec, toutes les questions, les incertitudes. Bah en fait, ça existe déjà, ça s'appelle Cars 3. Et Cars 3, c'est génialissime. En fait, dans le 1, c'est McQueen qui est le rookie, puis il y a Doc Hudson, le vétéran. Puis les rôles s'inversent d'un seul coup dans le 3. Flash McQueen devient le vétéran, et Cruz Ramirez devient la rookie qui doit du coup tout construire. Et franchement, autant en termes d'action, en piste, ça reste cohérent, ça reste proche de la réalité, tout en étant ultra bien filmé, dynamique, intéressant. Il y a de l'action et c'est prenant. Et sur le thème, on va dire, plus émotionnel, même si ça reste quand même des films familiales, enfants, enfin pour un public très vaste et enfantin généralement, bah, ça a des belles valeurs. Ça a des belles valeurs de partage, de communion, en équipe. C'est vraiment le genre de film qui, quand tu vois enfant, bah, voilà, Cars, ça m'est resté à vie, ça m'a donné... la passion en partie, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime le sport automobile, aussi avec mon père tous les dimanches qui, quand j'étais petit, me forçait à regarder la Formule 1 et puis à force, c'est devenu une passion. Mais puis Cars et Cars 1, Cars 2, voilà, j'ai envie de vous dire, c'est l'été. Redevenez un enfant. Si vous aimez pas les voitures, franchement, ça passe quand même crème parce qu'il y a des valeurs qui surpassent, on va dire, des valeurs qui rejoignent aussi celles du sport. Voilà, travailler en équipe, se dépasser en tant qu'individu, trouver ses limites, trouver sa place dans un groupe. C'est du bateau, c'est du classique, c'est du vu et revu, mais dans Cars 1 et dans Cars 3, ça fonctionne. Si je parle pas du 2, c'est parce qu'en fait, ça part en couille totale avec des trucs d'espionnage international. Il reste cool. Si vous avez vraiment beaucoup de temps, regardez Cars 1, 2 et 3.
Mais voilà, F1 le film, mais en bien, ça existe. Ça s'appelle Cars 1 et Cars 3 et c'est vraiment, à ce jour, le meilleur film sur le sport automobile, tout confondu. En 70 ans de sport automobile et en 200 ans de cinéma. Voilà, c'est Marocco. C'est peut-être un peu bébête, mais c'est Cars 1 et Cars 3. Il a éclaté notre pneu. Le King Elchit remonte très vite. Ils abordent le 3e virage. Allez. J'en crois pas mes phares, Bob. Flash McQueen n'est plus qu'à quelques dizaines de mètres de la victoire. Le King Elchit sortent du 4e virage. Ils sont dans la dernière ligne droite. Et c'est... Photo finish. Impossible de dire qui a gagné. Merci à toi, mon Lorenzo, pour ta carte blanche du jour. Et c'est à moi, cette fois-ci, de vous proposer ma petite carte blanche du jour. Je vous en avais parlé dans ma dernière carte blanche, que mes 2 prochaines allaient être, du coup, des films suisses. La dernière fois, je vous avais parlé de Riverboom. Et du coup, cette fois-ci, je ne déroge pas à la règle. Je vais, en effet, vous parler d'un film suisse. Et pour être même plus précis, je vais vous parler d'un film genevois. Je suis genevois, donc c'est ma ville. Il y a évidemment une fierté de cette belle ville qu'est Genève. C'est un film que vous avez probablement jamais entendu parler, étant donné que c'est un film à tout petit budget, mais qui a quand même une petite réputation. Et ouais, parce que c'est quand même une réputation pour être un film qui a eu au box-office en France 5 tickets vendus. Et ça, c'est du palmarès, mon pote. Donc 5 billets vendus en France, pour vous dire que du coup, il n'a pas beaucoup été vu, hein, ce petit film. Mais ce film s'appelle tout simplement Bob et les Sex Pistaches. C'est donc un film réalisé par Yves Matet, un petit réalisateur genevois. Et ce film est un film qui retrace tout simplement l'histoire de Bob, un espèce de punk qui veut tout simplement faire du rock'n'roll, qui veut faire du punk, qui veut faire de la musique et qui va tout simplement, dans cette espèce d'univers un peu loufoque, essayer de trouver sa voie, essayer d'être une rockstar et enfin trouver son groupe où il va pouvoir péter. C'est un film qui est tout simplement génialissime. C'est vraiment une méga pépite nanardesque, ultra sincère, made in Genève. Je pense que je peux vraiment le résumer de cette manière-là, et je n'ai aucune crainte à dire que pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu et total. C'est une expérience filmique, vraiment, c'est un... Shining doit bien se tenir, Kubrick va te faire foutre, tous les Hitchcock, machin, vous vous cassez de là. Bob et les Sex Pistaches, ça c'est du total cinéma. Voilà, ça on est sur du Scorsese, on est sur du absolu de cinéma, on est sur vraiment la grande qualité. Non, je rigole un peu, mais parce que c'est, comme je le dis, en fait c'est vraiment un nanar absolu, c'est-à-dire c'est mauvais dans sa mise en scène, c'est mal filmé, c'est moche, il y a des problèmes de son par moment, ça joue mal, ça part dans tous les sens, ça n'a pas de sens à plein d'instants, bref, c'est complètement nawak, mais c'est d'une sincérité absolument géniale. C'est vraiment, tu sens que il y a toute une équipe derrière qui ont voulu faire un film, qui ont voulu faire un grand film surtout, parce qu'il y a plein de moments dans le film où tu sens qu'il y a eu cette volonté de faire entre guillemets du grand cinéma, de reprendre du Godard, de faire de l'imagerie un peu élevée, etc. Tu le sens qu'il y a eu ce truc-là, mais ça peut pas marcher parce qu'ils n'ont pas le budget pour. Mais en même temps, ça marche tellement bien. Parce qu'en fait, t'es tellement captivé par tout ce que le film essaye de faire, par l'histoire qui t'est démontrée devant, qui est en plus très très drôle, parce que c'est vraiment de l'humour un peu loufoque, un peu rentre-dedans, un peu punk, quoi, un peu grossier, mais en même temps qui est quand même assez rigolo. Et tout ça fait que le film est tellement prenant et vraiment tellement poilant à plein d'instants que moi, personnellement, le film en lui-même me fait éclater de rire, quoi. C'est vraiment une méga comédie qui moi, me prend... beaucoup, qui vraiment, je passe un excellent moment devant, dans ces personnages qui sont complètement à l'ouest. On a un espèce de prêtre un peu métalleux, mi-patron, mi-bizarre. On a le père du personnage principal qui a un espèce de gros bourrin rock'n'roll qui en fait est content, qui s'est fait péter la gueule par un chanteur connu. On a la mère qui refuse absolument... Enfin bref, des caricatures de personnages qui sont juste génialisées. Le bassiste qui se tape toutes les
groupies. Enfin bref, il y a en fait tout plein de personnages et d'éléments qui sont très très drôles et qui en plus de ça, en fait, sont des références directes au milieu métal, au milieu punk, au milieu hard rock, au milieu alternatif, qui du coup fait que c'est un film qui est profondément méga sincère dans ce qu'il parle en fait. On sent que c'est des gens qui viennent du milieu alternatif genevois, qui parlent du milieu alternatif en général et du milieu punk, du milieu métal, etc., etc. C'est des gens qui viennent de ces milieux-là, qui reproduisent ce qu'ils connaissent et ils ont envie de parler de quelque chose qu'ils connaissent. Et d'ailleurs, ça me permet un peu d'arriver un peu au dernier point pour parler de ce film-là. C'est que personnellement, pourquoi aussi ce film me marque autant ? C'est parce que c'est un film de ma ville. Et ça peut paraître tout con, mais c'est quand même très rare pour nous, Genevois, on va dire, et Genevoises, de voir un film et de dire « Ah ouais, cet endroit-là, je le connais. Ah ouais, cet endroit-là, c'est là où je vais passer mes moments avec mes potes. Ah ouais, le nombre de soirées que j'ai passées à ce moment-là. » Alors, pour les Parisiens et Parisiennes qui nous écoutaient, probablement, vous avez souvent ce truc-là en vous disant « Ah mais oui, mais bien sûr, mais ça, c'est tel endroit, ça, c'est tel endroit qui est filmé. » Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de films qui sont tournés à Paris ou plein d'autres endroits dans les grandes villes où, évidemment, vous allez avoir cette sensation de dire « Mais ça, je connais cet endroit. » Non, on l'a pas beaucoup, ce truc. Il y a quelques petits films assez rares, mais il y en a quelques-uns où on peut avoir ce truc-là. Sinon, on l'a pas beaucoup. Et là, moi, je vois un film qui, en fait, se plonge dans mon vécu, se plonge dans l'endroit où je vis, se plonge en vraiment, je passe ma vie, en fait, dans ces endroits. Et du coup, même si c'est pas un film à grand budget, évidemment, il y a aucun mérite à ce qu'un film à tout petit budget, avec 1 mars et 100 balles, a été fait, et on voit des endroits que je connais, machin... ça change. Normalement, ça devrait pas changer grand-chose. Et en même temps, du coup, il y a un espèce de truc où le film me tient par la main et me parle, en fait. Me dit, mais en fait, gars, on est dans la même team, en fait. On vient du même milieu. Et c'est assez rare de trouver une œuvre qui me fait sentir que je suis autant proche d'elle. Autant proche d'elle pour ce qu'elle dit, autant proche d'elle pour d'où elle vient, et autant proche d'elle pour le milieu dans lequel elle est ancrée, en fait. Et ça... ça me rend méga joyeux. D'où le fait que c'est un film qui quand je l'ai vu, m'a fait me sentir bien, de me dire, mais en fait, c'est chez moi. Et en plus, j'ai toujours eu, comme vous le savez un peu dans cette émission, j'ai toujours adoré et j'ai toujours un grand respect pour les gens qui veulent créer, même s'ils ont quasiment rien. Et le fait de créer, moi, ça me rend fier, en fait. Et ça me rend fier que des gens de ma ville ont décidé, avec presque rien de budget, avec juste une feuille de papier, un stylo, une caméra un peu dégueu et des problèmes de son, mais avec un bon gros groupe d'amis et surtout avec plein d'idées, parce que je vous jure que là-dedans, il y a des idées absolument géniales à plein d'instants. Et du coup, on arrive à créer un long métrage. Et franchement, quand d'ailleurs vous regardez ce film-là, pour les personnes qui sont suisses ou qui connaissaient un petit peu le cinéma ou l'audiovisuel suisse, il y a des gens qui sont connus là-dedans. On a par exemple Vincent Veillon ou Kuchel qui sont dedans, qui sont des personnalités assez importantes dans le Suisse. Bref, on a plein de gens en fait qui sont dans ce long métrage-là et qui par la suite vont faire des carrières. Et du coup, moi, ça me rend méga heureux et c'est pour ça que vraiment, je vous invite à le découvrir. Il est d'ailleurs disponible gratuitement sur Swiss Play, donc vous pouvez directement le trouver gratuitement. En très très bonne qualité d'ailleurs. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à découvrir ce petit nanar pendant cet été. Vous voulez avoir un truc un peu fun entre amis à regarder avec quelques bières devant une télé. Vous voulez un truc qui soit pas prise de tête, un truc qui soit marrant mais qui est d'une sincérité absolument folle. Et franchement... vous ne pourrez pas donner un meilleur signal que d'honorer ce film en vous mettant une bonne caisse entre copains et en regardant ce film et en prenant tout simplement du bon temps, en rigolant ensemble. Si c'est pas beau, si c'est pas ça un film de l'été, franchement, je sais pas quoi vous dire. Et d'ailleurs, je fais un petit big up à ma pote du coup qui se reconnaîtra, la personne que je connais qui m'a conseillé ce film, qui se reconnaîtra. Je te salue, je te fais un très très gros bisou. Merci infiniment de m'avoir fait découvrir le film. Et c'est pour ça que moi aussi dans cette démarche-là, je veux vous faire découvrir ce film voilà, qui me touche, qui m'a été conseillé par quelqu'un qui me touche et que j'ai envie que ce film aussi vous touche. Donc découvrez-le pendant vos shows d'été et rigolez, marrez-vous. Moi, mon but à but touchant, c'est de changer les cordes à Phil Collins. T'es con, Phil Collins, il est batteur. Ouais, mais c'est mon rêve. Alors tu vas pas me casser mon rêve. Ça c'est pas de notre faute monsieur, c'est notre Audi Gérard qui... Qui quoi? Kéké. Je m'excuse.
Allez, on arrive à la fin de cette émission, mais il nous reste plus qu'une dernière carte blanche. Il nous reste évidemment la carte blanche de notre cher Roman. Roman, quelle est ta carte blanche du jour ? Alors, ma carte blanche du jour, c'est un film français, parce qu'on n'a pas parlé de film français encore. Je lance un film français, je lance le film Le Prix du danger de Yves Boisset. Le Prix du danger, donc c'est un film des années 80 de Yves Boisset, qui est donc un réalisateur français qui est mort il n'y a pas très longtemps, et qui a fait beaucoup de films un peu sociaux, un peu avec une pensée politique, des films relativement engagés. Et là, dans ce film, on a Gérard Lanvin, Michel Piccoli, Marie-France Pizier. Il y a un bon casting assez solide de ce point de vue-là. Et en fait, c'est assez simple. Il y a une émission de télé qui s'appelle Le Prix du danger, c'est plutôt bien fait. Et l'émission, elle est simple, en fait, c'est... t'as un gars qui doit se rendre d'un point A à un point B dans la ville. L'émission, elle dure 4 heures. T'as 5 mecs qui le poursuivent. Et les buts des 5 mecs, c'est de le tuer. Et le but de ce gars, c'est de s'échapper. Et voilà. Et c'est le concept de cette émission. Et en fait, tout le long, on va suivre justement... on a d'un côté les dirigeants de la chaîne, voilà, qui ont évidemment pour ambition de faire le plus d'audience possible, voilà. Et il y a ce personnage de Gérard Lanvin qui va tenter le coup pour gagner. Après, si tu arrives à survivre, je crois que tu gagnes 1 million de francs, d'anciens francs, je sais pas, mais une grosse somme. Donc voilà, il y a des gens qui tentent le coup quand même et qui veulent participer à cette aventure, même si les personnes qui participent souvent se font buter, hein. C'est un peu ça qui se passe. Et puis voilà, donc il y a ce personnage qui tente le truc, et puis il remporte une espèce d'adhésion du public, et puis il va, voilà, il chamboule un peu les plans de la chaîne. Et non, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un côté, il y a vraiment un côté, enfin, il montre un peu le cynisme des grandes chaînes de télé, de cette course à l'audience, de cette course à l'audimat, alors que ça date des années 80, donc début 80. Enfin, en France, c'était même pas encore l'époque des grosses chaînes privées comme ça a été un peu le cas après et comme c'est toujours le cas maintenant. C'était encore beaucoup du public et tout, donc il a été un peu visionnaire sur ce truc-là, même si on n'est pas encore à ce genre d'émission où les gens se font tuer, mais bon, peut-être. Et puis je le trouve vraiment toujours quand même assez solide, même s'il est un peu daté dans la forme et tout, parce que voilà, ça a quand même pas mal changé la télé, mais dans le côté cynique des dirigeants de la chaîne, et dans aussi comment l'adhésion du public à un truc peut vraiment transformer, l'espèce d'effet de groupe qui se crée quand t'as 500 personnes dans le public d'un plateau de télé qui ont soif un peu de sang et tout. Enfin, il y a vraiment une analyse assez fine, je trouve, des effets de groupe et de cette société-là. Et puis c'est vraiment intéressant. Enfin, même, je trouve que le dispositif est cool parce que tu suis vraiment toute l'émission quasiment, enfin pas en temps réel, mais les 2 tiers du film, c'est vraiment l'émission qui se déroule, et ce personnage qui essaie de s'enfuir et tout, et on sent vraiment, c'est tout le temps interrompu par des pubs. Enfin, il y a vraiment cette espèce de réalisme télévisuel qui est assez fort. Et puis Gérard Lanvin, du coup, qui joue le fugitif, hein, le participant, est vraiment excellent dans le rôle, hyper charismatique. Enfin, vraiment un truc, il dégage vraiment quelque chose de fort. Michel Piccoli en présentateur, hyper mielleux et très verbeux comme ça, qui est vraiment présentateur à l'ancienne. Je trouve que ça marche super bien, les seconds rôles sont hyper intéressants aussi. Et non, dans l'ensemble, c'est vraiment un film qui garde toujours sa pertinence, et même cinématographiquement, c'est assez cool parce qu'ils ont tourné en Yougoslavie, alors je sais plus, je pense que maintenant ça doit être la Bulgarie, non, pas du tout la Bulgarie, la Serbie peut-être, plutôt. Et donc voilà, donc c'est aussi, il y a un côté dans le traitement, enfin la ville est vraiment, c'est un truc très froid du coup, un peu soviétique, un peu des grands bâtiments en béton et tout, ça donne une ambiance assez particulière, et ça marche vraiment bien pour le concept de traque dans la ville, quoi. Donc c'était aussi un aspect intéressant du film, comment ils ont tourné ça. Et donc voilà, je ne peux que vous conseiller ce film, Le Prix du danger, qui reste assez d'actualité malgré son âge, et qui reste bien prenant et qui fait toujours bien le taf, quoi. Donc je vous conseille ce film. Chers amis, chers téléspectateurs, quelle émission, quels instants inoubliables nous venons de vivre. Dans quelques secondes, François, pour la première fois dans l'histoire du Prix du danger, François va franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Le voilà. François, nous sommes heureux de vous accueillir en vainqueur. Et c'est donc ainsi que se termine du coup avec cette carte blanche
l'émission, notre dernier épisode classique avant cet été. Un très très grand merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour cet épisode de Vidéo Club. Et surtout, j'ai envie de dire merci la petite équipe. Comment ça s'est passé pendant cette petite émission ? Les briefs à chaud, je nous ai trouvé bons. Je vous ai trouvé pertinent sur le terrain. Oui. Faut qu'on muscle un peu notre jeu, par contre, je pense. En face, c'était pas facile, mais j'ai trouvé qu'on résiste assez bien. Quand même assez offensif. Et on a su tenir sur la longueur. On s'est pas fait piéger par les prolongations. Et moi, c'est une fin de saison en dents de scie, on va dire. J'ai eu un bon climax en début, un petit creux au milieu, puis on revient un peu... 2-3 petits goals au début, ça fait plaisir. Ouais. Il y a une réflexion à avoir pour le mercato, mais bon, je pense que ça devrait jouer, quoi. J'espère rester dans l'équipe pour la saison prochaine. Voilà, en tant que titulaire. Oui, titulaire, le banc, ça m'intéresse pas. Vous le voyez pas, mais il y a toujours un petit stagiaire là sur le côté qui est sur une chaise dans le coin, qui en fait attend le moment où il y a un chroniqueur ou une chroniqueuse qui se pète un truc. Et puis, remplacer pour. Voilà, c'est ça. Peut-être il apparaîtra la saison prochaine. C'est comme ça que Théa a intégré l'émission. Bien sûr, exactement. Elle était stagiaire, elle faisait les cafés initialement. Et puis elle nous manque maintenant. Ouais. Puis on a un chroniqueur qui a disparu. Hop là, elle a apparu. Voilà, quoi, écoutez. C'est comme ça. En tout cas, un très très grand merci à toutes et à tous. Peut-être je vous donne un dernier petit mot pour saluer un peu les gens avant la fin, en sachant que on se retrouve du coup dans 2 semaines pour un épisode spécial été où dans cet épisode on vous parlera un peu. Enfin déjà on va vous faire des petites recos de films. On va essayer un peu de vous parler un peu d'actualité. On va essayer de vous parler un peu de plein de trucs. Bref, exactement. On vous concocte un petit truc là pour le prochain épisode. On vous laisse pas tout seul cet été. Mais en tout cas, avant d'entendre cet épisode, évidemment, on vous fait des gros bisous et peut-être je vous donne un peu la parole de fin, les copains. Bel été, et puis à bientôt. Voilà. Ouais, buvez de l'eau, mettez de la crème, profitez et puis vive le cinéma, vive les bagnoles et puis voilà quoi. Et magnifique. Non mais attends, la Ben Franquette quoi. Tranquille, ça fait bien. Plaisir. Le mec est à l'aise là, le mec oublie qu'il y a un micro. On est en train d'enregistrer là. On enregistre. Ah putain merde ça, on enregistre. Magnifique, c'est extraordinaire. En tout cas, un très très grand merci encore une fois à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode spécial été. En attendant, profitez bien. Courage à toutes celles et ceux qui travaillent en cette période. On est de tout cœur avec vous, la team. On vous envoie énormément d'amour. Faites attention, prenez soin de vous et des autres, profitez un maximum de votre été et surtout n'oubliez pas d'aller voir des films dans les salles obscures et surtout n'oubliez pas, vive le cinéma. Nom d'un chien, c'est fini, tout s'allume. À mercredi prochain.